autonome d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous est présentée par la SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Vous êtes sur NCI et vous avez raison. Toutes nos excuses pour le retard avec lequel démarre cette émission. NCI 360 vous propose ce soir les sujets dominants de l'actualité de la semaine. Après 10 jours de suspense, la nouvelle équipe gouvernementale a été dévoilée en début de semaine avec comme chef un homme que personne n'avait vu venir, pas même les proches du pouvoir. Son nom n'a circulé nulle part pendant les spéculations. Il s'agit de Robert Begré-Mambé, qui est le nouveau chef du gouvernement, le nouveau Premier ministre de Côte d'Ivoire depuis le 16 octobre. Le nouveau gouvernement est aussi connu, une nouvelle équipe, mais avec des anciens ministres. Comment et pourquoi nos consultants se prononceront ce soir sur ce sujet. L'autre fait dominant de l'actualité qui a retenu notre attention, c'est la guerre israélo-palestinienne. Près de 15 jours de guerre sans répit depuis le déclenchement du conflit le samedi 7 octobre, après l'attaque surprise lancée par le Hamas palestinien sur le sol israélien et la réplique de l'État hébreu sur la bande de Gaza. Ces 2 semaines de guerre ont fait 1400 morts en Israël et près de 4100 morts à Gaza. Nous reviendrons sur les origines de ce conflit ce soir dans ce numéro de NCI 360 pour lequel j'ai le plaisir de recevoir pour vous et chez vous Dr Eddy Guipier, que nous avons plaisir de retrouver sur ce plateau d'NCI 360. Bonsoir. Le plaisir est et merci, bonsoir, Evelyne. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'université Pelforo Gon-Coulibaly de Korogo. Tout à fait. Juste à côté de vous, Dr Sylvain Nguessan. Que nouveau ce sourire. Bonsoir, docteur. Un plaisir de te retrouver. D'accord, ok. Et Michel Betta, journaliste, fondateur du journal Le Bélier. Bonsoir. Bonsoir, Evelyne. Et merci d'être là également. Moi qui vous remercie. Professeur Arthur Bonga, bonsoir. Salut. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir. Vous êtes historien, analyste politique, enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. La plus prestigieuse de Côte d'Ivoire. D'accord, merci pour la précision. D'accord. Alafi Wakili, vous êtes journaliste DG de l'Intelligence d'Abidjan. Bonsoir. Bonsoir. Et Guillaume Bateau, bonsoir, directeur général du quotidien Notre Voix. Bonsoir. On n'a pas omis ce soir ce titre prestigieux, n'est-ce pas? Vos techniciens ne voulaient pas de mon titre, mais c'est parce que je leur ai fait. On vous a même félicité sur ce plateau d'NCI 360, Guillaume Bateau. Félicitations encore. Merci beaucoup. Messieurs, avant d'ouvrir les échanges de ce soir, je vous propose ce reportage de la rédaction de NCI. Fumée blanche, ce lundi matin au Palais de la Présidence, après 10 jours d'attente. Robert Begré-Mambé, ancien ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, devient le nouveau Premier ministre de la Côte d'Ivoire après sa nomination par le président de la République Alassane Ouattara. Le pays était sans Premier ministre et sans gouvernement depuis le 6 octobre dernier. Le nouveau chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, succède à Jérôme Patrick Kachi, qui était à la tête de la primature du 10 mars 2021 au 6 octobre 2023, soit 2 ans et demi. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 16 octobre 2023 à la signature d'un décret portant nomination de M. Robert Mambé Begré, ancien ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République demande au Premier ministre Robert Mambé Begré de lui proposer un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais. Fait à Abidjan le lundi 16 octobre 2023. Le nouveau Premier ministre a aussitôt été reçu en audience par le chef de l'État, qui lui a demandé de lui proposer un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais. Le nouveau chef du gouvernement, prenant la pleine mesure de la tâche qui l'attend, a dit sa gratitude au chef de l'État. Je tiens tout d'abord à rendre gloire au Seigneur qui a permis que le chef de l'État m'accorde sa confiance pour la tâche immense au poste de Premier ministre. En ce jour particulier, je me rappelle avec beaucoup d'émotion tous les sacrifices consentis par mes géniteurs. Je pense particulièrement à mon épouse Mat Mambé qui m'a précédé auprès du Seigneur. Je rends hommage à tous mes prédécesseurs à ce poste. Mes frères, Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko,
ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour faire de la Côte d'Ivoire un pays merveilleux auprès du président de la République. Et vous savez que le président lui-même a été le premier ministre dans ce pays à un moment de braise. Et vous avez vu le travail immense et remarquable qu'il a pu accomplir auprès du président Houphouët-Boigny pour donner à la Côte d'Ivoire d'être un pays solide. Je demande à Dieu d'aider le président Alassane Ouattara à faire de la Côte d'Ivoire un pays de foi, de prospérité, de paix, où seule la fraternité et l'amitié sont les ciments qui nous unissent entre nous Ivoiriens. Robert Begré-Mambé a 71 ans. Il est de formation ingénieur des travaux publics. Docteur Eddy Guipié, Robert Begré-Mambé comme Premier ministre, c'est un nom qui n'a circulé nulle part. Certains parlaient de la reconduction de Patrick Achi, on a pensé à Fidel Sarasoro, d'Aboudraman Sissé, et puis un matin, ce communiqué de la présidence de la République, il l'annonce comme Premier ministre. Votre première réaction, vous, en tant que politiste? Effectivement, c'est la surprise du chef. Nul ne s'attendait à la nomination de M. Robert Begré-Mambé. Je pense qu'il y a une constante dans la gouvernance du chef de l'État, c'est de pouvoir d'être très hermétique sur la question du secret. Okay. Et un politique, aussi un grand politique, c'est quelqu'un qui sait, on va dire, brouiller les cartes de temps à autre, faire en sorte que sa démarche ne soit pas forcément lisible et donc prévisible. Et personne ne s'attendait à la nomination de ce cadre de 71 ans, qui a une très large expérience en tant qu'ancien apparatchik du PDC-RDA, ancien ingénieur des ponts et chaussées, qui a eu une grande expérience, comme je le dis, administrative et politique, mais qui a une très faible expérience en tant qu'acteur gouvernemental. Et effectivement, il a été ministre en charge des Jeux de la francophonie, mais il n'a pas la même expérience que Patrick Achi, qui avait quand même qui avait été nommé la première fois en octobre 2000, avait au niveau du gouvernement. Effectivement, tout le monde a été pris de court, puisque dans les petits papiers, les petites informations qu'on pouvait avoir de part et d'autre, puisque vous savez, quand il y a un remaniement, c'est une reconfiguration de l'arène politique et du jeu politique en tant que tel. Et on laissait traîner un peu les oreilles pour entendre quelques informations. On a eu ce vrai-faux gouvernement qui a circulé dans toutes nos messageries électroniques. Alors, il y avait déjà quelque chose qui clochait, puisqu'il n'y avait pas de nom de Premier ministre dans ce vrai-faux gouvernement qui avait circulé sur les réseaux sociaux. Par la suite, on a eu plusieurs, supputations, etc. On a eu aussi un petit papier de Jeune Afrique qui avait évoqué un dialogue entre le chef de l'État, l'ancien Premier ministre Patrick Achi et l'acteur directeur de cabinet. Donc, on s'est dit effectivement que c'était peut-être pour adouber le directeur de cabinet Yacine Sarasoro. Et là, contre-pied parfait, on a M. Begré-Mambé qui sort du chapeau du chef. C'est la surprise à ce niveau. Et on voit en même temps l'actuel Premier ministre qui est transi par l'émotion quelque part. Comme s'il ne s'y attendait pas. Lui-même. Bon. Effectivement, tout le monde doit se préparer à assumer une charge importante dans le c'est un message que tu envoies, c'est ça? À qui? Achu Banga, vous n'avez pas la parole pour l'instant. Docteur Sylvain Nguesson. Oui, comme les autres, j'ai été également surpris. Après l'analyse, son rôle, c'est de chercher à savoir pourquoi est tel et pas pourquoi tel autre. Donc, on essaie de trouver des raisons qui ont milité en sa faveur. Une longue expérience, c'est vrai. Le président aussi a eu une histoire particulière avec le Bennett. Apparemment, chacun de nous devra chercher un passage au Bennett si on veut figurer sur les prochaines listes. Bon, c'est pour sourire un peu. Donc, tout le monde a été surpris et on essaie de justifier le choix du président, ce qui aurait milité en sa faveur. Peut-être qu'on aura l'occasion. Mais moi, à partir de quelques jours avant sa nomination, les dernières images que j'ai vues du Premier ministre Patrick Achi, il paraissait assez rassuré. Enfin, c'est que moi, j'ai vu son visage. Sur sa reconduction. Voilà. Comme disant corporel, c'était un monsieur qui était vraiment à l'aise, qui était tranquille, qui était serré. On ne voyait pas l'image de quelqu'un qui préparait ses cartons. Bon, peut-être que la décision a été prise juste quelques heures avant, donc il n'a pas eu le temps peut-être. Donc c'est la surprise. Après, on pourra justifier, PDC Renaissance, quoi encore. Bennett, dans la sociologie politique ivoirienne, à la suite de Kabla Duncan, d'Aoussou Jeannot, de Patrick Achi, Nakan encore. Donc on pourra justifier si le temps nous permet. Ok, d'accord. Michel Betta, pour le journaliste que vous êtes, est-ce que ça a été également une surprise?
pour ne rien vous cacher, ça a été une surprise. OK. Ça a été une surprise, d'autant plus que dans toutes les analyses qu'on a pu voir de part et d'autre, il n'y avait pas le nom de Mambé qui figurait. Mais moi, bon, je ne vais pas m'attarder sur la surprise, je vais m'attarder plutôt sur l'orientation que le président a donnée lors du premier conseil des ministres. Mais on en parlera voilà, mais pour la dans surprise, l'émission. je me dis que bon, il appartenait sur le président de choisir son premier ministre. Et il a fait, bien que nous ne nous y attendons pas, mais c'est un homme qui a montré quand même sa fidélité au pouvoir Ouattara. On l'a vu déjà avec son passage à la CEI, lorsqu'il a été malmené de part et d'autre par les tenants du pouvoir en son temps. Ils l'ont accusé d'être en train de manœuvrer pour donner la victoire à Ouattara. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand il est Premier ministre, c'est en fait une manière pour le pouvoir actuel de pouvoir le récompenser. Est-ce que vous abordez dans le sens de ceux qui parlent de reconnaissance, d'une sorte de mais reconnaissance? j'aborde aussi cette voie-là, mais je me dis en même temps que Mambé aussi a prouvé pendant l'organisation de la francophonie qu'il pouvait organiser aussi quelque chose de grand, alors qu'on sait que le président tient à la CAN qui va bientôt se dérouler dans notre pays. Donc on peut dire tout cela, la preuve en est qu'il a été fait ministre des Sports. Donc tout cela a milité certainement en sa faveur pour les grands événements. D'autant plus que pour certains, ce gouvernement n'est pas fait pour durer. Bon. D'accord, on verra. Guillaume Bateau? Oui, je pense que il est clair que le Premier ministre arrive pour prendre le dossier de la CAN en main, puisque c'est la première fois, moi je regarde, c'est la première fois qu'un Premier ministre en Côte d'Ivoire, en même temps ministre des Sports. Effectivement. C'est la première fois. Donc c'est clair que l'organisation de la CAN et les difficultés qu'il y a autour ont dû jouer en faveur de M. Mambé, qui visiblement apparaît comme l'homme des situations difficiles. On a parlé de la francophonie, mais avant, d'abord même son arrivée aussi à la tête de la CEI, c'était dans un contexte assez particulier. Et il avait été choisi parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier qu'en 2002, M. Mambé est sur la liste du gouverneur Amondi Pierre, donc la liste FPI-PDCI, qui gagne l'élection du Conseil général donc dans le district d'Abidjan en 2002 face à la liste RDR conduite à l'époque par Mme Dagri. Beugé Mambé est vice-gouverneur de Pierre Amondi. Ça fait de lui quelqu'un qui était plus ou moins apprécié de tout le monde. Donc il arrive à la CEI, on a dit un peu les conditions dans lesquelles il est parti de là. Mais déjà en 2011, à la suite de la guerre civile qu'a connue Abidjan, c'est lui qui est nommé gouverneur pour essayer de reconstruire Abidjan. Pour reconstruire Abidjan, on avait les cadavres un peu partout. Et ce rôle-là, visiblement, il a bien joué. C'est pour cela que le président de la République l'appelle quand la francophonie est menacée par les parlements entre le ministre Bandama et Alain Le Bouillon à l'époque. On l'appelle en pompier pour venir sauver la francophonie. Okay. Visiblement, on voit que c'est la même situation. La Coupe d'Afrique des Nations, on a du mal au démarrage. C'est vrai qu'il y a eu le tirage au sort, les stades sont presque finis, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, alors qu'il nous reste à peine 80 jours pour cette compétition. Donc je pense que tout ça, on va dire que Beugé Mambé apparaît aujourd'hui pour le président Ouattara comme l'homme des situations difficiles. Okay. Et on espère qu'il va réussir. Bon, il a choisi un ancien syndicaliste PDCI de l'époque, M. Silas, qui est son ministre délégué. Bon, on espère que ce tandem-là va nous réussir la Coupe d'Afrique. Et puis, on pourra après voir les options. Parce que, curieusement, et ça c'est après que moi, personnellement, je vois, Mambé a quand même un vrai parcours de grande commune de l'État. Il est déjà directeur de cabinet du ministre de la Construction en 1981. Donc, c'est quelqu'un qui connaît les dossiers. Et qui a l'habitude. Même si cet aspect-là, on n'a pas souvent mis en avant, c'est un vrai technocrate. D'accord. Alafé Wakili, un choix plutôt technique ou politique, finalement, d'après vous? Un choix politique et technique à la fois. OK. Bon, d'aucuns l'ont vu technocrate, mais c'est un choix politique à plusieurs choses. Mais il est peut-être intéressant de rappeler le contexte de 2010 à la CEI. Je ne sais pas si c'était un service qui était fait pour le RDR ou Alassane Ouattara à l'époque. Il y avait une opposition en coalition. Donc on ne peut pas présager que cette crise-là, c'était uniquement pour le RDR ou Alassane Ouattara. C'était l'opposition de l'époque. Non, mais c'est le pouvoir qui le disait. Michel Betta, il n'a pas endossé que c'est le pouvoir. Il a laissé entendre qu'il est récompensé pour avoir servi Alassane Ouattara et le RDR avec cette crise-là, alors qu'il était issu du PDCI et ne semblait pas avoir
d'Acointin et d'Atome Crochu pour le RDR Alassane Ouattara à l'époque, jusqu'à une période récente, avant qu'il entre au RHDP. Okay. Il était important de rappeler cela, tout comme de dire qu'effectivement, c'est une surprise. Et une surprise parce que lorsque l'on regarde les 7 premiers ministres qui ont été nommés sous le président Alassane Ouattara, c'est le premier ministre qui est inattendu, pratiquement. C'est-à-dire que lorsque le gouvernement, à l'époque, en crise au Golfe, a choisi Guillaume Soro, ça ne surprend pas trop, il faut terminer la crise. Ensuite, on sait que Guillaume Soro doit partir, on sent que ça va être Aoussou. Aoussou pas. Et quand Aoussou 7 n'est pas reconduit à la surprise, lorsque Duncan arrive, ça ne surprend pas. Et quand Duncan doit partir, être vice-président, Feu AGC, on sent que c'est lui qui viendrait. Perd son âme, il décède. On sent aussi qu'Ahmed viendrait, il assurait l'intérim. Et puis, perd son âme aussi, il décède. On voit venir Achik qui assurait déjà l'intérim. Et c'est le premier cas où, effectivement, on a un Premier ministre inattendu. Qu'on n'a pas pu venir. Et qu'on n'a pas vu venir. Et le chef, c'est pourquoi il a choisi. Je pense que, comme il le dit, dans les dernières 48 heures, les uns et les autres ont pu, avec ce qu'on apprend aujourd'hui, être avertis. Et le président a préparé son coup et le secret a été bien gardé jusqu'à peut-être 1 heure ou 2 avant. Il y a eu quand même des fuites. À 2 heures ou 1 heure avant, les choses ont commencé à sortir. Mais tout le monde a réussi à fermer. D'accord. Adjoubanga. Oui, d'abord, je pense que, comme tout le monde, j'ai été surpris. D'ailleurs, j'ai eu la chance de le dire sur, même si ce n'est pas une série 360 sur la télé d'ici. La télé d'ici. Oui, c'était une surprise pour tout le monde, même si 1 heure, comme il le dit, 1 heure 30 minutes avant moi, il y avait des choses qui circulaient. Mais oui, il y a des choses qui ont milité pour Mambé, autant d'un point de vue technique que politique. Techniquement, on est revenu sur sa maestrie lors des Jeux de la francophonie, qui a été reconnu de façon internationale, puisqu'il a été primé après, je pense reconnu. Et on se retrouve à peu près dans la situation avec la CAN. Et par le fait qu'il est le ministère des Sports, ça montre l'importance de ça. Mais on oublie aussi que c'est un technocrate qui a vécu en cabinet. C'est vrai qu'il n'a pas d'expérience gouvernementale. C'est ça la première surprise, mais il a vécu en cabinet. C'est l'architecte du Grand Abidjan depuis 2011. Ingénieur des ponts et chaussées. Ouais, c'est des choses qui ont milité pour lui. Sur le plan politique, c'est quelque chose de très important sur le plan politique. Moi, il y a 3 choses sur le plan politique. Dites-nous. Déjà, la branche qui vient du PDC-RDA avait perdu le Sénat, par le biais d'Aoussou Janou, qui est remplacé par Kandia Kamara. Et donc, il fallait envoyer un message quand même à cette branche-là. Et si elle perdait encore la primature, il ne restait plus, à part peut-être Akawele au Conseil, au CESEC. Voilà, donc il fallait rassurer cette base-là, d'une part, et c'était un message assez intéressant. Deuxième chose, conserver Patrick Hachi, ou même nommer Fidel Sarasvo, c'est quelque part envoyer un petit signal en cas d'éventuelle succession. C'est des gens qui ne seraient pas Premier ministre à 200%. Après 3 ans passés là, si Patrick Hachi continue, c'est normal que... Vous pensez qu'il allait nourrir d'autres ambitions? Naturellement. Une ambition présidentielle, tu as raison. Naturellement, voilà. La même chose pour Sarah Soro, à mon avis. Lui, il vient d'arriver, franchement, il sera à 200% Premier ministre. Il me rappelle un peu... sans ambition présidentielle, c'est ce que vous nous dites. Je pense qu'il n'a pas le temps de penser à la présidence. Raffarin, Jean-Marc Ayrault, même le tout dernier, là, qui est venu à la fin, à la place d'Édouard Philippe. Il y a des premiers ministres comme ça qu'on met justement là parce que, avec eux, Castex, voilà, avec eux, on est sûr qu'on a un Premier ministre qui sera que Premier ministre. Il n'aura pas le temps de construire une question présidentielle et c'est important. Parce qu'à l'approche de 2025, la question de la succession d'Alassane Ouattara et éventuellement de sa reconduction se pose dans la tête de tout le monde autour de lui. Encore plus dans ses favoris. Et lui, c'est quelqu'un qui éteint cette question-là. Pour un moment, on est sûr que le temps qu'il rentre dans sa fonction, et ça ne changera pas grand-chose. Je pense que sur le plan politique, s'apaiser, rassurer la tendance PDC-RDA et chercher un Premier ministre qui finalement, en plus des capacités techniques, va remettre un peu à plus tard les appétits autour de la succession d'Alassane Ouattara, qui est une question qui se pose de plus en plus. OK, d'accord. Merci, messieurs, pour cet avis. Vous voulez réagir, docteur? Oui, tout à fait, effectivement. Je pense qu'il y a Sylvain qui en a parlé tout à l'heure. Il y a la question de la géopolitique locale aussi. On appelle abusivement géopolitique, même si ça ne correspond pas au champ disciplinaire de la géopolitique, c'est-à-dire tous les agencements au niveau des considérations régionales et sociologiques, communautaires. Effectivement, on a remplacé un ponte transfuge, comme on l'a dit, du PDCI,
PDCI-RDA, il fallait avoir quelqu'un qui avait sensiblement le même profil. De la même région aussi, même si effectivement, on va dire, l'ère des Hatchans est beaucoup plus limitée que celle du peuple Akié. Mais, bien entendu, c'est pour ça que je dis que l'ère des Hatchans est beaucoup plus limitée que celle des Akié. N'oublions pas aussi, lorsqu'on finit avec... effectivement, il y avait quelqu'un qui... Je ne sais pas si Arthur était là. Il y a un ami qui nous avait dit, lorsqu'on était en train de supputer à tous sur la nature, du moins le profil ou bien le Premier ministre qui aurait été nommé, il y a quelqu'un qui a dit, peut-être que ce sera Begré-Mambé ou bien il a été nommé pour la CAN. Et voilà, il a été nommé, effectivement, il a déjà nommé, il a été nommé pour la CAN. Et il n'y a pas eu de surprise puisqu'on lui a donné le poste de ministre en charge du sport. Vous voyez un peu dans une sorte de constante de la gouvernance du chef de l'État, il y a, lorsque un Premier ministre, comment dirais-je, adjoint à sa charge une autre charge gouvernementale ou du moins ministérielle, ça donne un peu le là de sa gouvernance. Vous avez le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui avait été ministre, je pense, en charge du portefeuille de l'État aussi, si mes souvenirs sont bons. Vous avez le Premier ministre Ahmed Bakayoko qui était à la fois Premier ministre et ministre d'État, ministre de la Défense. Et vous avez un ministre qui est chargé non seulement de la primature, mais également du ministère des Sports. En 2 secondes, dire aussi qu'effectivement, il y a la question de la considération géopolitique, il y a aussi les élections de 2025, comme Arthur vient de le dire. Et Begré-Mambé, c'est quand même le district d'Abidjan qui pèse plus d'un tiers du corps électoral ivoirien. Et si vous le permettez, on va parler de ce gouvernement-là. Robert Begré-Mambé est Premier ministre d'un gouvernement de 32 membres avec 4 ministres entrants et 6 sortants. Le reportage est signé Pierre Dipomela et Fulgence Kissidou. 33 ministres dans le gouvernement Mambé, dont 4 nouveaux. Assaoré Jacques à l'environnement, Ibrahim Khalil Konaté à la transition numérique et digitalisation, Adjé Silas, ministre délégué auprès du ministre en charge des sports, et Wotabuna Ouattara à l'intégration africaine. Dans Opolin, Jean-Luc Assis et Kwadio Conan-Bertin, respectivement en charge des sports, de l'environnement et de la réconciliation nationale, sortent de l'équipe gouvernementale. La ministre Anne-Désirée Ouloto a été, elle, promue ministre d'État, tout en gardant son portefeuille de l'ancien gouvernement. La liste nominative a été rendue publique par le secrétaire général de la présidence en fin d'après-midi, ce mardi. Donc plutôt 33 membres du gouvernement, très peu de changements à la FEWALCLI. Oui, très peu de changements, mais relativement à ce qu'il a dit tout à l'heure par rapport au Premier ministre précédent, je dirais justement qu'avec Achille Patrick, c'était aussi une anomalie, puisque c'est ce qui s'est passé plus ou moins avec tout le monde. De Guillaume Soro à Ahmed Bakayoko, les différents premiers ministres ont été chaque fois chargés d'un portefeuille. Et Achille Patrick arrive... Déjà au gouvernement. Qu'ils avaient déjà au gouvernement ou qui pouvait être important pour eux, puisque Mambé n'était pas au gouvernement. Il est venu, il a récupéré. Et Achille Patrick a brisé cela. J'avais relevé cela dans les commentaires par le passé. Il a donné peut-être le sentiment de n'en avoir pas eu besoin, mais cette fois-ci, on revient à cela. Ensuite, lorsqu'on voit le gouvernement, bon, on se dit peut-être si le président avait ainsi l'intention de garder presque tout le monde, peut-être le meilleur moyen de faire passer cela était peut-être de changer de Premier ministre. D'accord. Pour vous, c'était une stratégie? Non, on se pose la question. On se pose la question. Si le même Premier ministre avait été gardé après tout ce qu'on a vu, et puis il y avait eu le même nombre de personnes qui étaient restées, bon, je crois que l'opinion publique se serait posé beaucoup de questions, mais ça allait passer. Hein, on voit bien avec le recul à présent que il y a eu une option minimaliste en termes du changement du gouvernement et que ce qui fait passer la pilule, c'est la nouveauté au niveau de la tête. Et d'ailleurs, pour revenir au profil du Premier ministre Robert Begré-Mambé, vous savez, lorsqu'il y avait les polémiques sur le cocan, sur la canne en son temps, il y a eu des débats sur des plateaux ou ailleurs où les gens se demandaient pourquoi le président ne ferait pas un nouveau appel au ministre-gouverneur pour le nommer ministre temporaire chargé de la CAN 2023. Et certainement, le président a entendu ça aussi. Et il a dit, bon, écoutez, au lieu de le nommer simplement ministre temporaire chargé de la CAN 2023, il faut peut-être lui donner davantage de responsabilités et d'opportunités pour que sa méthode, il l'implémente à l'ensemble du gouvernement
et pour faire avancer éventuellement les autres dossiers. Guillaume Bato, cette équipe gouvernementale, c'était avait parlé avant le remaniement de changement total d'une équipe qui allait préparer 2025 et finalement, on se rend compte que c'est la même équipe qui a été reconduite. Oui, mais penser qu'il y avait un changement total, c'est une erreur. Okay. Parce qu'on ne peut pas refaire un gouvernement à 2 ans d'une élection présidentielle. J'ai regardé la liste de gouvernement. Vous avez le ministre d'État Téné Ibrahima, qui est président du conseil régional du Tchologo. Vous avez Adjoumani, qui est président du conseil régional du Gontougo. Vous avez Anou-Loto, qui est président du conseil régional du Cavali. Adama Koubaï, le maire de Dimboko. Kone Bruno, président du conseil régional de la Bagoué. Amadou Kone, maire de Boaké. Moussa Sanogo, président du conseil régional de Bafing. Amadou Kouakou, le Lord Djibois. Touré Mamadou, dans le Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Je veux dire que c'est l'équipe de campagne qui est là. Donc on ne change pas ces gens à 24 mois d'une élection présidentielle. Moi, je ne m'attendais pas vraiment à un grand changement. Parce qu'il y a une élection présidentielle dans 24 mois et ces cadres qui ont joué un lien fort avec leur région vont être forcément les directeurs locaux de campagne. Donc, il ne fallait pas s'attendre à un grand changement. Par contre, on s'attend peut-être à un peu d'ouverture, vers la société civile, vers les partenaires du Fonds populaire ivoirien, par exemple, vers... ça a été dit. Oui, non, je le dis clairement, vers l'UDPCI, l'ancien UDPCI, qui est revenu au RHDP. Non, il n'est pas du UDPCI, il est revenu au RHDP. Je veux dire, on s'attendait quand même à un équilibrage, à une entrée du FPI dans le gouvernement. Une mouvance présidentielle avant la présidentielle de 2025. Ce n'est pas le cas. Est-ce que ça va arriver après? Est-ce que ça ne va pas être trop tard? Parce qu'après, quand vous rentrez, je me dis, à partir de juin 2024, on sera dans l'ambiance de la campagne 2025. Et ce gouvernement, moi, je ne m'attendais pas à grand-chose. 2 secondes pour terminer. Ce qu'il faut, par contre, dire, c'est que, quelqu'un l'a dit un peu, le choix du Premier ministre Beugé Mambé pose la question clairement de l'option que fait le président de la République. Et si M. Mambé reste en poste au-delà de juin 2024, ça laisse penser que le président de la République va être candidat. D'accord. Sylvain Ngaïssa, ensuite à Turbanga. Oui, bon, la rue nous a fait croire qu'il y aurait chamboulement. Mais pour qui observe le président de la République depuis les années 90, peut-être que les deux là n'étaient pas encore là, le président n'est pas homme de rupture. N'était pas où? Le président Alassane Ouattara n'est pas homme de rupture. Pour ceux qui étaient là en 90 sont encore là. En dehors de quelques-uns qui sont partis peut-être s'allier à des partis politiques à des moments cruciaux de l'histoire du RDR, ceux qui étaient là en 90 sont là. Et le président n'est pas le genre à se séparer à tout de ses amis. C'est pas le genre. C'est pas le genre, c'est un. Et puis de deux, comme on le dit, il prépare également, le RHDP prépare la présidentielle quand même de 2025. Qui sera le candidat, on ne sait pas. Donc c'est le moment quand même de contenter, enfin de maintenir l'équipe en place sans trop de bousculement. Mais je m'attendais quand même à certains jeux de chaises. Je m'attendais avec les grands travaux qui... Bon, je n'ai pas le lycée. Beugé Mambé arrive, il est ingénieur BTP, le président Ouattara tient à inscrire son nom dans le marbre de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc il y a des chantiers qui lui tiennent vraiment à cœur, d'où peut-être son choix, son regard toujours tourné vers le BTP. Vers le Bennett. On ne va pas citer les travaux, mais quand même il y a des travaux qui tiennent à cœur au président. Qui voudrait voir fini jusqu'au soir du 30 septembre 2025. Il y a des travaux quand même. Donc ça pèse un peu dans le choix qu'il a opéré sans doute. Athieu Banga. Oui, il y a une chose qui est sûre, c'est que les élections, pour certains, ont pesé. Tous ceux qui ont gagné les élections allaient naturellement rester, pour la plupart. Pourquoi naturellement? Parce que le président avait dit que cela n'était pas un critère pour rester dans le gouvernement. Au contraire, je partage l'avis de Guillaume là-dessus. Des gens qui gagnent, qui s'ancrent, qui continuent à pénétrer dans une région, c'est difficile de casser l'élan. En revanche, il y avait des façons, il y avait des gens, bon, tout le monde savait que dans Pona les partis, ça c'était un secret de Polichinelle. Jean-Luc Assis, lui, je pense qu'il a suivi son patron, le Premier ministre Hachi dans sa valise. Il est venu avec lui, il est reparti avec lui. Mais quand même, avec le ton, avec l'idée justement en mi-mandat, on se dit quand même que certaines personnes, c'est vrai que Assaoré, qui fait une belle percée dans le Béquet, rentre. Mais on pourrait s'attendre à un peu plus de changements, surtout qu'on a un soir de mi-mandat, pour insuffler quelque chose de nouveau. D'autant plus qu'il y aura forcément un gouvernement beaucoup plus politique, sans doute à la rentrée prochaine. Moi, je tape plutôt sur la même période, octobre, septembre 2024. Un peu moins avant, je pense. Il y a les vacances. Donc, le président prend toujours le temps des vacances pour réfléchir à ses jugements. Et il rentre en septembre, en octobre pour ce changement. Mais je pense quand même qu'un signe d'ouverture
ça sera peut-être la nouveauté par rapport à préparer vraiment de la politique. Parce que là, justement, on a l'impression qu'il se referme sur les fidèles du RDR et les fidèles qui sont venus de Renaissance. Parce que je suis d'accord avec Guillaume Bateau, même s'ils ont pris une cuite, ils ont quand même un accord gouvernemental. Ils ont pris une cuite dans le Gros Nous. Organisée par le RHDP. C'était prévisible, je l'avais déjà annoncé, mais ça restait... Donc Bateau, laissez-le terminer. Il y a l'UDPCI... Mais l'UDPCI est dans le RHDP. Non, mais ils sont dans le RHDP. Ils ne sont pas RHDP. Ne parlons pas tous ensemble, s'il vous plaît, messieurs. Je m'attendais, moi, personnellement, à ce que cette tendance, justement, parce qu'elle est revenue, et surtout parce qu'elle a gagné dans le Tankoui, soit ramenée. Peut-être veut-on tester un peu plus la fidélité du chef de l'UDPCI, Mabry Touakeus. Et voilà, ça, c'était une question. Un peu dessus aussi, je pense qu'il y a encore un nombre assez faible de femmes. Il n'y a que 6 femmes. 6 femmes, pour moi, c'est encore peu. Même s'il faut remplacer Kandia, qui était ministre d'État, il y a eu la promotion de Anne Loto. Il faut un peu plus de femmes, à mon avis. 6 femmes, c'est assez faible. Je vais terminer par dire, je ne sais pas où M. Ouattara a passé son dernier mois, mais ça a été très beau pour lui. Il a été d'abord nommé au Conseil de l'Entente et dans la foulée, s'il peut me donner son secret la semaine prochaine. D'accord. Dr Djigui, ensuite Michel Betta. Effectivement, on a vu que tout a bougé pour que rien ne change, tout a tremblé pour que rien ne bouge. La surprise du chef, finalement, n'en est plus devenue une, puisqu'effectivement, à l'exception... En fait, on ne sent même pas l'empreinte, finalement, du ministre Mambé. Bon, effectivement, constitutionnellement, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est sur proposition du Premier ministre. Mais bon, dans tous les cas, le Premier ministre a dans sa valise 2 ou 3 ministres, mais là, on n'en sent qu'un seul. Ministre délégué en charge des sports, M. Metch. Alors, moi, je me pose la question, on va dire, au niveau même de l'épuisement des ressources du RHDP, puisqu'on tourne avec les mêmes ressources, les mêmes personnes depuis. Effectivement, lorsqu'on a vu, bon, on peut quand même faire une petite concession au niveau des 33 ministres, ils auraient pu être 40. Même si, effectivement, c'est à l'approche des élections que les gouvernements s'étoffent pour pouvoir essayer de faire correspondre à la carte, la carte politique à la carte gouvernementale. Il y a aussi, comme je l'ai dit, une absence de renouvellement de l'élite gouvernementale, avec, on l'a remarqué aussi, une longévité extraordinaire pour d'aucuns. Voilà, il y a des ministres qui sont là depuis 2002. Voilà, donc les Ivoiriens étaient quand même... plus un seul, hein, ou bien mais c'est déjà ça. La plupart sont depuis 2002. S'il vous plaît. Oui, mais c'est déjà ça, ça fait quand même 12 ans. Et quelque part, les Ivoiriens étaient quand même en droit d'espérer, après ce coup du chef-là, d'espérer autre chose que la reconduction quasi tacite de l'ensemble des membres de l'ex-gouvernement. Michel Betta, qui avait demandé la parole. On l'a dit, hein, le gouvernement, il n'y a pas de grand changement. Et pour nous autres, quand on observe, on se dit que Ouattara, comme on l'a dit tantôt, il est resté sur ses bases, c'est-à-dire ceux qui lui sont fidèles. Il est resté avec ceux qui lui sont fidèles. C'est aussi dommage parce que, moi je dis souvent, quand je regarde un peu la gouvernance de Ouattara, on veut le comparer au Fouet, mais il est un peu loin de cette illustre personnage. Pourquoi? Parce que, en fait, quand vous faisait chaque fois un gouvernement, il y a des personnes nouvelles qui rentraient dans son gouvernement, de sorte que tout le monde est surpris. Et puis on se dit, ben, attends, on peut travailler dans l'ombre dans ce pays-là et puis être sorti pour faire partie de l'équipe gagnante, c'est-à-dire l'équipe du gouvernement. Donc moi, je pense que si ce coup-là, vraiment, il y a beaucoup de ratés et c'est dommage. On a l'impression que ceux qui dirigent, c'est ceux qui sont proches de Ouattara et les autres assistent. Et bon, je pense que le mot qu'on connaît le mieux, si tu n'es pas du RHDP, quitte le tabouret. Et ça sied mieux à ce gouvernement-là quand on le voit. D'accord. Guillaume Bateau, je vais profiter, pendant que vous aurez la parole, de vous prononcer également sur les priorités de ce gouvernement-là. Ensuite, on donnera la parole à la Féwakili. Bon, moi je pense que, à moins qu'on soit un observateur naïf, le président de la République ne fait pas de la politique pour faire plaisir au public. Je répète, nous sommes à 24 mois des élections. Là où peut-être le gouvernement aurait pu évoluer à la marge, mais le président ne peut pas se permettre, alors qu'il n'a pas encore tranché la question de il y va ou il n'y va pas. Parce que ça, c'est important. S'il n'y va pas, il faut une équipe qui soit capable de faire face à ses adversaires. On voit que le PDCI est en train de se réorganiser et a envie d'en découdre
avec le RHDP. Oui, moi j'étais au bureau politique du 14 octobre au siège du PDCI, mais je vous dis... En tant que journaliste? En tant que journaliste, mais c'est comme des joueurs de rugby qui sont gonflés à bloc. Ils sont gonflés à bloc. Et le président le sait, puisqu'il a toutes les grandes oreilles de la République. Donc, il avait intérêt à garder ses fondamentaux dans les régions pour pouvoir essayer de faire face à la confrontation. C'est vrai qu'on s'attendait un peu du je l'ai dit. Maintenant, par rapport aux priorités, on voit bien que, puisque le gouvernement reste quasiment en place, avec quelques changements, Mme Ndiaye qui reprend l'économie, elle avait commencé à être ministre de l'économie et des finances en 2011, elle reprend l'économie, il y a quelques changements, donc le ministre de l'économie prend le budget à Sanogo. Donc, on voit deux priorités. Première priorité, la canne. Il faut faire cesser les dysfonctionnements actuels pour que la Côte d'Ivoire soit vraiment prête le 13 janvier, je pense. Ensuite, le président même l'a dit, le programme économique et financier conclu avec la Banque mondiale. Donc, voilà les deux premières priorités. La CAN va occuper un temps important pour le Premier ministre, puisqu'il commune maintenant le portefeuille des sports. Et puis, les problèmes économiques, donc l'achèvement des grands travaux. Et bon, il y a aussi la question de la cherté de la vie, avec les crises à nos portes, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, la question sécuritaire. C'est pour ça que les deux ministres chargés de la sécurité ne bougent pas, sont maintenus. Il y a beaucoup qui n'ont pas bougé. À la fin, Wakili. Oui, je souscris à ces priorités. Je vais ajouter une tout à l'heure. Je voudrais préciser, effectivement, comme a dit le président de la République, avoir gagné les élections locales n'était pas un critère. Donc, on a vu que parmi ceux qui sont partis, autant il y a eu des gagnants qui sont restés, des vainqueurs qui sont restés. On voit que le Premier ministre Patrick Haché a gagné à Zopé. Il est parti à Bobo. Kandia a gagné, elle est sortie du gouvernement. Elle est sortie du gouvernement. Il parlait du gouvernement. Laissez-le terminer. Il parlait du gouvernement. Elle est sortie. Atekoubé, il a gagné, il est sorti du gouvernement. Et la Maraoué aussi, il a gagné, mais il est sorti du gouvernement. Il est sorti du gouvernement. Il parle du gouvernement. Là, on parle du gouvernement, maintenant, effectivement. Est-ce que là-bas... Ils ne sont plus dans le gouvernement. Voilà, ils ne sont plus dans le gouvernement. C'est ce qu'il a dit. Il dit avoir gagné une élection n'est pas un critère pour rester au gouvernement. Il parlait du gouvernement. C'est une nuance, hein. D'accord. Il parlait du gouvernement. Il n'a pas dit pour rester dans le dispositif autour de moi. Il n'a pas dit ce n'est pas un critère pour rester dans le dispositif autour de moi, institutionnel. Donc, il faut s'en tenir aux mots. Un. Et deux, il y a quand même une rupture par rapport à ce que Beta a dit. D'accord, dites-nous. Du tout fou moyen, quand même, il y a eu des longévités. Hein. Il y a eu des renouvellements, mais il y a eu des longévités. Il y en a qui ont duré. S'il vous plaît, laissez-le on va développer. prendre les statistiques, on va regarder, il y en a qui ont duré. Le choix, justement, de Mambé, on l'a démontré tout à l'heure, c'est une surprise, c'est inattendu et c'est une rupture. Ce n'est pas un carriériste dans l'expérience gouvernementale. Il a été directeur de cabinet, il a eu une longue expérience, il a été en cabinet à 29 ans, il a servi l'État, il est dans le dispositif, mais il n'est pas membre d'un gouvernement, il ne l'a jamais été. Même quand il était ministre temporaire, il n'assistait pas au Conseil des ministres pour organiser les Jeux africains. Ok, d'accord. Donc, ce n'est pas un membre du gouvernement et ça marque une rupture. Et puis, c'est vrai, il a une fidélité aujourd'hui à RHDP, mais ce n'est pas un historique du ouattarisme aussi. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas un compagnon de Ouattara depuis 1994, même si on se connaît tous dans ce pays. Ils peuvent se connaître, mais pas un compagnon militant. C'est sûr qu'ils se connaissent, c'est sûr qu'il y a des connexions familiales, il y a un certain nombre de choses, mais ce n'est pas... Concernant les priorités, rapidement, je souscris à ce que Guillaume a déjà dit, mais je voudrais ajouter, pour moi, le dialogue politique. Il faut le reprendre. Mambé est un homme d'ouverture. Je pense que le président perçoit aussi cela. Les élections, on en parle depuis. Ce soir, c'est dans 2 ans, mais il faut relancer le dialogue politique pour essayer d'adresser des questions qui peuvent fâcher dès maintenant et éviter qu'on le fasse à l'approche. Il doit y avoir de nouvelles révisions, une autre révision de la liste électorale avant 2025. Comment on l'a fait? La question de la CI, les suspicions, tous les débats qu'il y a eu, c'est vrai. Ça s'est apaisé, les résultats des élections sont acceptés. Mais comment on fait pour mieux aborder les questions qui fâchent avant l'élection de 2025? Ça demande de relancer le comité de suivi du dialogue politique qui a été annoncé et dont on n'a pas vu l'implémentation. Merci, merci à la fée. Guillaume Atubanga, pardon, vous avez la parole, mais je vous posais également cette question que certains se posaient, notamment la disparition du ministère de la Réconciliation. On a désormais un ministère de la cohésion sociale et de la solidarité. Et ça dit que la Côte d'Ivoire est réconciliée et que la réconciliation n'est plus un défi
majeur? D'accord. Je vais commencer déjà. Moi, je pense quand même qu'il y a une rupture de façade avec le changement de Begré Mambé. Le reste, avec l'arrivée de Begré Mambé, c'est le seul truc qu'on peut noter. Ceux qui ont quitté le gouvernement pour aller à la tête des institutions, quand même, je suis prêt à quitter le gouvernement dans ces conditions-là. Je pense qu'ils ont tous fêté leur départ du gouvernement parce que c'est plus des promotions qu'autre chose. Évoluons plus dans le débat. Voilà. Non, Ensuite, attention, le mot réconciliation est ajouté au ministère de la Cohésion. Comme elle s'appelle, la Miss Dodo. Belmont Dodo récupère la réconciliation. Ça s'ajoute à son... C'était plus dans la cohésion sociale. La cohésion nationale. Il n'y a plus de réconciliation. Si, et réconciliation. D'accord. Dans le terme du ministère, il y a réconciliation. D'ailleurs, dans la passation de charges, elle a récupéré les dossiers du ministre Kouadio Konan-Berdé. Donc la question de la réconciliation reste dans les préoccupations du gouvernement. C'est une question qui est fondamentale pour notre État. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est finalement, comme Guillaume l'a souligné, Kakabe était quand même un visage de l'ouverture dans une certaine mesure, et il n'y a plus de visage de l'ouverture. Et ni de visage politique, et pire encore, ni de visage de la société civile. Il faut quand même, pour moi, dans ces moments de remaniement et consorts, donner une certaine dynamique. Et pour moi, l'ouverture, notamment avec la société civile, peut être quand même un signe de dynamisme qui manque dans ce nouveau gouvernement. Pour moi, c'est cette façon de se resserrer vers le RAGP et le manque de femmes sont ce qui est absent en termes de dynamisme dans ce gouvernement. Docteur Sylvain Nguessan. Peut-être que le président Ouattara vient de former l'une de ses équipes politiques les plus farouches. Pour une fois, comme on l'a dit, l'ouverture, tout, le monsieur s'adosse à ses loyaux compagnons, à ceux qui ont mouillé le maillot, qui sont battus pour lui, et qui ont gagné aux élections. En observant la scène. Pourquoi? Et si tout cela était lié à un certain Tidjane Thiam qui élève de plus en plus la tête? Oui, d'un point de vue stratégique. Comment? Dites-nous comment. Jusque-là, dans l'arène politique, avec le président Bédier qui faisait traîner un peu les cadres du PDCI qui levaient la tête, le RHDP maîtrisait le tempo. C'est eux qui lançaient les discours, c'est eux qui suscitaient les débats. Ils orientaient la Côte d'Ivoire là où ils entendaient le faire. Depuis, la mort de Bédier, on ne le prévoyait pas à cette date-là quand même, paix à son âme. Bédier décède, dans la foulée, un Tidjane qui lève la tête sur votre plateau ici. Donc je me dis que le RHDP est en train d'observer le PDCI. Jusqu'au 16 décembre, quel PDCI le RHDP aura en face de lui? Qui sont ceux qui seront glanés assez rapidement par... si M. Tidjane Thiam devenait le président du PDCI, le candidat du PDCI, qui sont ceux qui vont faire alliance avec lui? Qui sont ceux qui seront obligés de clarifier leur position sur le champ politique? Donc la cour au PDCI Renaissance, la cour aux Akans, la cour aux Achans, qui malgré tout ont maintenu le PDCI dans combien de communes phares du district d'Abidjan, etc., etc. Je pense que pour une fois, le président forme une équipe politique. On n'ouvre pas pour le moment. On s'endosse à ceux à qui on fait confiance à 200%. On attend juin, moi je pense à juin. On attend juin 2024. On a fini la CAN. On a vu comment le PDCI a évolué. On a vu Tidjane Thiam pendant une année et avancer ce pion, et on voit comment adapter la machine maintenant. Okay. Donc ces ouvertures, les alliances, les pactes, il faut attendre autour de juin 2024 par rapport aux pions que Tidjane Thiam et le PDCI vont pousser, notamment avec le PPACI. D'accord. Guillaume Bateau pour refermer ce thème. Je ne sais pas si le PPACI sera uniquement en capacité de se battre en 2024. Bon, je le souhaite, mais les efforts que j'ai ne me rassurent pas de ce côté. Mais ce n'est pas ça le sujet de mon débat. Ce que je voulais dire, je l'ai déjà dit, le PDCI aujourd'hui, clairement, cherche un nouveau champion pour en découdre avec le RHDP. Ça transparaît dans les messages, dans les discussions. Et les critères ont été donnés cette semaine. Oui, les critères pour et moi, je vous dis, la présidence. J'étais au siège PDCI, je vous l'ai déjà dit. Tout le monde n'avait que les yeux de Chimène pour Thiam. C'est le nouveau Messie. Bon. Mes amis du PDCI à qui j'ai posé la question, mais je suis surpris. Pourquoi vous faites toute cette ovation à Thiam? Me dit, mais c'est lui seul qui peut battre Ouattara. Voilà ce qu'ils disent. Parce qu'il a le même profil, il a le même réseau, et il est proche de Macron. OK, ils en sont convaincus. Donc, effectivement, ça va jouer. C'est pour ça que, de mon point de vue, il aurait été
peut-être plus intéressant. D'ouvrir maintenant. D'ouvrir maintenant. Parce qu'en juin 2024, je suis désolé, ça risque d'être plus compliqué. Octobre 2024. Ouais. Bon, alors quelqu'un a parlé d'octobre de... Vous avez... S'il vous plaît, messieurs. Je crains qu'en juin ou en octobre 2024, c'est-à-dire à 1 an, que si le président de la République décide de se retirer, déjà, il va avoir un turnover à l'intérieur du RL pour choisir le champion pour aller à l'élection de 2025. Il restera 1 an et 12 mois. Si le président de la République décide de lui-même aller une 4e fois au front, ça peut être compliqué. Donc, il aurait été plus intéressant, de mon point de vue, d'ouvrir dès maintenant, de clarifier les jeux. Il choisit l'autre option de cacher son jeu jusqu'à quand? Bon, est-ce que ce sera la meilleure option? On l'espère pour lui, mais je ne crois pas. D'accord. À la fin, Wakili, ensuite Michel Bettas, en vous demandant de ne pas faire un débat sur le PDCI, parce que ce n'est pas vraiment notre thème de ce soir. Voilà. On sort aussi d'une élection dont on a vu les résultats. D'accord. Voilà, donc le président a tous ses résultats à les tableaux de bord. Donc il ne faut pas s'inquiéter, angoisser, autres mesures. De part et d'autre, chacun connaît son poids et on attend décembre. On attend de voir ce que le PDCI va peser. On attend qui sera le candidat. Donc, je pense qu'il ne faut pas peut-être mettre la charrue avant les bœufs. Ne nous éloignons pas du sujet. Michel Bétard, rapidement. Moi, je veux revenir aux priorités. Okay. Parce que le président, lorsqu'on a assisté au premier conseil des ministres, il a donné ses priorités. Je crois que sur ce plan-là, il faut s'y attarder un tout petit peu. D'accord. Parmi ses priorités, il a noté quand même... il a demandé au gouvernement d'assurer l'approvisionnement du marché intérieur en termes d'aliments. Donc, c'est pourquoi je pense que c'est pour cela qu'il a confié un nouveau ministère et un nouveau département au ministre de l'Agriculture, qui est la production vivrière. La production vivrière. Pour dire que la production sur le marché, c'est important pour le président. Et je note également que le président, dans ses orientations, a demandé au ministre de réduire les charges. Je voulais m'attarder sur ça. Il a demandé au ministre de réduire les charges. Pendant ce temps, longtemps en Côte d'Ivoire, il y a des ministères qui étaient souvent regroupés en un seul ministère, tel que celui de l'économie et des finances. Mais aujourd'hui, le président a décidé, lui, de les dissocier. Je ne sais pas pourquoi, mais je me dis que quand tu veux réduire les charges, c'est des points qu'il faut associer pour pouvoir réduire les charges. Encore que le gouvernement se met encore un 3e ministre d'État. Quand on sait ce que coûte un ministre d'État, on se dit, mais vraiment, en voulant réduire les charges, on n'est pas en train de réduire les charges au niveau gouvernemental et on demande aux ministères qui seront mis en place de réduire les charges. Je pense que dans ses priorités, le président, lui-même, dans la nomenclature de son gouvernement, s'éloigne un peu de certaines de ses priorités, telles que réduire les charges qu'il a soulignées. D'accord, merci. Messieurs, permettons-nous d'évoluer ce soir avec les sujets de ce soir, notamment sur le bilan de Patrick Achi, qui a finalement fait près de 2 ans et 6 mois en tant que Premier ministre, qui a fait plus en tant que ministre des Infrastructures pendant près de 17 ans. Qu'est-ce qu'on retient de la gouvernance de Patrick Achi? Docteur Eddy Guipié, peut-être? Effectivement, c'est un profil policé de vrai technocrate. Attention, souvent on confond les apparatchiks et les technocrates. C'est un vrai technocrate formé à Stanford. Effectivement, polyglotte, bilingue en particulier. Effectivement, depuis, si mes souvenirs sont bons, octobre 2000, au gouvernement, ça fait quand même, je ne sais pas qui le bat, on pourra chercher dans les annales. C'est lui. Pardon, c'est lui qui est le plus ancien, voilà. Donc, peut-être qu'on va Camille Ali à l'époque d'Oufoué, peut-être. Guillaume Bateau, vous n'avez pas la parole. Laissez-le. Et donc, c'est quelqu'un dont les Ivoiriens étaient familiers de sa silhouette depuis la gouvernance du président Laurent Gbagbo, quand même. Faut-il le rappeler, porte-parole. Et à 16 heures perdu, même traducteur du président Laurent Gbagbo, même, quelquefois, qui le conviait souvent lorsque certains investisseurs étrangers de langue anglaise étaient invités. Donc, c'est quelqu'un dont nous sommes familiers de la silhouette. Son bilan, on l'a dit quelque part, puisque à la fin, il a dit tout à l'heure, il y a eu cette petite anomalie là, du fait qu'à son ministère ne soit pas cornaqué ou associé un autre portefeuille ministériel. Du coup, on l'a vu quelque part, on va dire, pas forcément naviguer à vue, puisqu'il y a quand même quelques acquis. Les acquis, citons-les. Le dialogue politique, on va dire la pacification de la vie politique en Côte d'Ivoire. Les acquis électoraux, quand même, Patrick Achi qui envoie le bastion de l'ancien, du PPA avec le sud-est, la Il n'y a pas de bastion.
et non pas des passions. Comment dirais-je? On a compris cette précision. On peut dire les choses clairement. Merci. Le FPI. Voilà. L'ancien patron du FPI. Le PPAC a été laminé partout. Oui, tout à fait. Pareil pour le FPI aussi, d'aujourd'hui. Donc, comment dirais-je? Donc, ce bastion-là, on va dire de la gauche, pour être beaucoup plus consensuel, qui va, comment dirais-je, adhérer au RHDP, cette grande victoire, ce raz de marée d'un point de vue électoral. De l'autre côté aussi, on n'a pas trop senti le gouvernement d'un point de vue social. Parce que vous voyez qu'effectivement, Patrick Hachi n'a pas pu, comment dirais-je, prétexter la question de la Covid, par exemple. Bon, même si effectivement l'Ukraine a bon dos et que toutes les augmentations peuvent être vraiment, comment dirais-je, causées par cette dernière-là, mais on n'a pas senti cette empreinte sociale. Effectivement, Guillaume Bateau l'a dit, la vie chère, je pense que c'est un des éléments sur lesquels on attendait le gouvernement Patrick Hachi, certainement, et je pense que de ce point de vue-là, il aura manqué d'y apporter des réponses claires, précises et définitives. Tubonga? Non, je ne suis pas d'accord sur le bilan social. Parce que je pense plutôt que Patrick Hachi est le Premier ministre, d'ailleurs, qui incarne ce gouvernement social, cette inclinaison sociale avec son PS Gouv. Et mieux, c'est celui qui réussit. C'était avant lui. Hein. Le PS Gouv 1, il a vu le passé, mais le 2, c'est le vrai PS Gouv qui est pris, c'est lui qui l'incline. Et deuxième chose sur le plan social, c'est l'artisan. On parle beaucoup du dialogue politique pour ses résultats, mais c'est l'artisan du dialogue social, qui a aussi des résultats concrets. Notamment... Mais il y a eu le dialogue avant avec Gon aussi. Laissez-le terminer, je vais vous redonner la parole. Le dialogue-là, il a des résultats concrets dans ton portefeuille. Augmentation des primes de transport, 13e mois pour les fonctionnaires, réévaluation du SMIC. Ça, c'est du bilan de Patrick Hachi. Et quand on parle des prix, c'est quand même le blocage des prix quand même, qui a été fait, qui est une mesure sociale. Donc je pense qu'on ne peut pas dire que dans un contexte difficile sur le plan social, je suis bien d'accord. On ne peut pas dire que Patrick Hachi n'a pas de bilan social. Il en a un qui est, à mon avis, resplendissant, comme d'ailleurs toute sa gouvernance. On a parlé du dialogue politique qui a été quelque chose d'intéressant. Et c'est quelqu'un qui, par son parcours et par sa silhouette, par son ton policier, s'est apaisé. On a vu qu'il y avait beaucoup moins de tension avec lui dans tous les différents dialogues qui ont été menés. Et donc, pour moi, c'est quelqu'un d'intéressant qui a un bilan positif et qui d'ailleurs, tu as bien fait de le remarquer, qui est aussi un élu de terrain, un élu local qui a gagné, qui a fait une magnifique campagne dans le terrain. On a vu cette vidéo dans le terroir, en train de chanter, en train de danser, en train de communier avec son peuple. Et donc, c'est quelqu'un qui a su, et en plus de 23 ans, c'est pour ça que je dis, si on conservait encore Patrick Hachi à ce poste-là, de Premier ministre, l'équation allait avoir quand même quelque chose de... Il aurait eu d'autres ambitions. Voilà. On a bien entendu. C'est pas perdu, ces ambitions. C'est pas perdu. C'est juste que maintenant, il n'y a plus de favoris. S'il était conservé là, pour moi, il l'endossait du fait... On a bien entendu Arthur Banga. Guillaume Bateau, ensuite à la Fewaki. Sur le bilan social, tout en étant d'accord avec Arthur, parce qu'il faut reconnaître, le deuxième dialogue social avec Patrick Hachi a abouti à pratiquement une absence de grève dans les grands secteurs, parce qu'il y a eu les acquis, même si, il faut quand même mettre un petit bémol, parce que certains leaders syndicaux qui ont vraiment travaillé sincèrement avec le Premier ministre Patrick Hachi ont eu après le sentiment d'avoir été un peu abandonnés sur la base des promesses qui avaient été faites aux uns aux autres, même si ces leaders syndicaux, j'en connais quelques-uns, qui, après, ont eu le sentiment, on est quand même obligé de reconnaître que le virage social du gouvernement est à l'actif du Premier ministre Patrick Hachi, parce que le 13e mois, qui est une innovation en Afrique francophone notamment, c'est quand même Patrick Hachi. La deuxième réforme du SMIC, parce que quand tu dis le SMIC était déjà passé à 60 000, mais il passe à nouveau à 75 000, ça c'est à l'actif du Premier ministre Patrick Hachi, en tout cas dans le cadre de ce dialogue qui a été assez intéressant. Même si je le dis, certains ont senti, certains leaders syndicaux ont senti après qu'ils n'avaient pas été soutenus jusqu'au bout. OK. À contrario, sur la CAN, par exemple, et je crois que c'est un des sujets sur lesquels, par exemple, se joue le départ de Patrick Hachi. Vous êtes d'avis avec ceux qui pensent que c'est à cause du stade des BP qui est bâti? Non, je ne parle même pas du stade. D'accord, vous parlez parlez de quoi? De l'organisation. Je prends un cas pratique. Les patrons de presse, le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, se battent depuis plus d'1 an avec le COCAN pour obtenir
un accord pour voir comment les journaux contribuent à la promotion de la CAN. Mais je vous assure, ça fait 1 an, on n'a pas d'interlocuteur. Ni le président du COCAN, ni le responsable de la commission média marketing, qui est le président de la FIF, n'ont jamais cru utile de recevoir les patrons de presse. Regardez à ce petit niveau. Et ça impacte l'organisation de la compétition. Si, à ce niveau, le président du COCAN et le président de la commission marketing ne prennent pas le temps de recevoir les patrons de presse, imaginez-vous les autres acteurs qui ont moins de notoriété. Je crois que c'est à ce niveau, il y a beaucoup de dysfonctionnements au niveau du COCAN et je crois que ça a pu jouer en défaveur du Premier ministre Patrick Kachi à un bilan quand même social assez appréciable. Bien noté. À la fin, Wakili, il y a visiblement beaucoup de choses à dire. Non, tout à l'heure, on constatait qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements au niveau du gouvernement et ça a désolé les uns. Moi, je dis, il n'y a pas meilleur hommage à rendre à Patrick Kachi au niveau de son action. D'accord. Si les ministres aussi sont restés, la plupart, c'est parce qu'ils ont travaillé. Et qui était leur chef? C'était Patrick Kachi. Il n'a trouvé d'aucun sur place. On est d'accord. Il a trouvé sur place. Bon, lui aussi, il était là. Donc, je pense qu'il n'y a pas aussi meilleur hommage à rendre parce que le chef est parti, mais l'équipe est là. L'équipe qui, c'est comme aussi après un entraîneur de football, on peut l'enlever, mais c'est les joueurs qui l'a coaché, qui continuent, qui gagnent la compétition. On peut percevoir les choses de cette façon, en notant aussi que, quand même, Hachi Patrick, au-delà des 23 ans, c'est aussi une fidélité au PDCI à Bédié dans une période où le FPI était au pouvoir. On l'a dit, proche de Gbagbo, porte-parole de Gbagbo à l'époque, traducteur, et qui a résisté aux appels du pied de l'époque, voulant le ramener au FPI, voulant le recruter, et qui avait l'opportunité à l'époque, aussi j'ai été témoin de ces situations, de devenir Premier ministre. S'il vous plaît, laissez... Non, monsieur, s'il vous plaît. Non, Hachi Bonga, non. Voilà, de devenir Premier ministre, à l'époque même du président Gbagbo, j'ai beaucoup suivi ça. J'étais témoin, non, il a résisté à cela. Et donc, c'est un parcours, c'est une fidélité. Ça fait partie du bilan politique, du parti politique qu'il faut aussi évoquer. Au-delà, effectivement, d'un certain nombre de manquements, au-delà de réglages qui n'ont pas pu peut-être se faire totalement dans sa collaboration avec le chef de l'État à un moment donné. Mais, comme lui-même il a dit, lui et le président Alassane Ouattara, c'est ensemble pour la vie. Donc, il ne faudrait pas que les gens aient le sentiment d'un hiatus, d'une rupture ou d'un affrontement entre l'ancien Premier ministre et le chef de l'État jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à avis vérifié. D'accord. Et nous continuerons de parler de ce bilan de Patrick Kachi juste après cette courte pause. Retour donc sur ce plateau de NCI 360 et juste avant la pause, nous étions justement en train de juger le bilan de Patrick Kachi en tant que Premier ministre. Il a été Premier ministre pendant 2 ans et 6 mois. Michel Betta. Oui, mais parlant du bilan du Premier ministre Hachi Patrick, il faut le dire, le séminaire gouvernemental de novembre dernier, il avait tracé en son temps la feuille de route qui devait permettre d'évaluer l'action publique de ce gouvernement-là. Il faut noter qu'en évaluant l'action publique, on note au niveau des infrastructures. Il faut le dire qu'Hachi Patrick a vraiment réussi à mettre en œuvre les infrastructures qui étaient énumérées dans ce plan programme-là. Et c'est à mettre à son actif parce que le 3e pont, le port à conteneurs du port d'Abidjan, de San Pedro et tous ces infrastructures, même la route, la côtière, tout cela est à mettre à l'actif des infrastructures que le Premier ministre a pu mettre en œuvre et achever. Mais aussi, dans ce plan programme, il avait été noté. Et moi, je pense qu'en évoquant cela dans ses priorités, ça peut justifier aussi ce qui a bien justifié. Milité. Voilà, en défaveur de Hachi Patrick. Dans ses priorités, le président de la République a dit qu'il faut assurer l'approvisionnement de nos marchés en denrées de première nécessité et maintenir ça à des coûts acceptables. Je crois que dans cet élan-là, il avait été lancé l'agropole. L'agropole, quand vous suivez un peu le programme dans cet agropole-là, c'était un vaste programme agricole qui devait permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre l'autosuffisance en denrées de première nécessité, telles que
on pourrait imaginer nos piments, nos aubergines, nos oignons. C'était vraiment... Le riz? Le riz, même pas, y compris le riz. Donc c'était vraiment un chantier qui était très vaste et très prometteur. Mais on a vu qu'il a été lancé une fois et après ça, on n'a plus vu les suites. Moi, je crois que c'est cette rupture-là, avec des ambitions que le président avait affichées dans sa volonté de vraiment doter les marchés ivoiriens de produits de première nécessité, qui a justifié un peu le manque de H.I.R. Patrick, qui a justifié certainement que le président puisse s'en séparer. Donc, dans son bilan, on note qu'au niveau des infrastructures, il y a eu beaucoup d'actions, mais au niveau de la lutte contre la cherté de la vie, vraiment, je crois que le Premier ministre a manqué de réalité et il a manqué de réussite. Certainement que ça a dû justifier son demi-échec. D'accord, OK. Docteur Sylvain Nguessan, qui ne s'est pas encore prononcé. En même temps, c'est difficile de parler du bilan d'un Premier ministre dans un régime présidentialiste. Oui. Il a très peu d'initiatives, un Premier ministre. Et surtout, pour lui encore, c'est pas bon. La légitimité politique aussi faisait plus ou moins défaut. Donc, je retiens du Premier ministre Patrick Kachi quand même des bons souvenirs. Bon, comme on l'a dit, certains travaux ont débuté avant lui. Ils vont connaître la fin, le quatrième, cinquième pont, le parc d'exposition, l'autoroute, la tranche de l'autoroute qui arrive à Boaké, le lancement de plusieurs chantiers à Kouaba, sur la route de Benjerville, etc. L'ouverture de l'université de Bondoukou. Les fameux hôpitaux qui m'ont marqué, là, avec les lits un peu partout, ça. Bon, on peut mettre tout ça. Mais c'est difficile aussi de lui concéder tout ça, et c'est difficile aussi de lui retirer tout ça, en tant que Premier ministre. Donc, on lui reconnaît tout ça. Bon, des efforts ont été faits quand même en Côte d'Ivoire pour pouvoir remplir le panier de la ménagère, mais malheureusement, les résultats sont assez difficiles à évaluer. Donc, peut-être c'est sur cette note. Je ne dis pas que c'est ce qui motive son départ. Son départ, c'est un choix politique du président. La Constitution lui en donne le pouvoir. Moi, on a déjà eu le temps de parler un peu de ça, mais c'est un peu la fausse note peut-être. Fausse note peut-être, c'est un peu trop fort, mais ce sont un peu les quelques regrets qu'on garde du Premier ministre Patrick Kachi. Le coût de la vie qui est vraiment passé à un niveau, le coût des loyers, les tarifs de première nécessité, Abidjan devenu invivable. OK. Et comme vous avez la parole, vous allez la garder pour cette dernière question, notamment sur l'avenir politique de Patrick Kachi. Comment vous voyez le RHDP, on a vu 3 sortes de sorties. Okay. Celle de M. Duncan. Il sort, il va se taire tranquillement. Celle de M. Amontano, on fait un peu de bruit et puis on revient. Et à celle de M. Soro Guillaume, on reste dans les buissons, la rébellion contre le père. Et puis, bon, moi j'espère vraiment que M. Patrick Kachi, qui est quand même assez jeune, pourrait faire comme M. 55, ouais. 64 ans. Il est de 55. 64 ans, il a encore au moins 15 ans devant lui. Je pense si je le connaissais, je ne le connais pas, ce serait de faire un peu comme M. Duncan, aller s'offrir peut-être des congés de 1 mois, 2 mois pour digérer certaines choses. Hein? D'accord. Et puis, le ministre s'assoit tranquillement à la baie pour gérer sa région, se taire, attendre... Noyer ses ambitions politiques, c'est ça? Non, pas noyer, se taire pour le moment. Ça va pas être une conversation entre vous, messieurs. Donc, je vais donner la parole à Guillaume Gaton, ensuite à Arthur Bonga. Moi, je pense que, ça dépend de ce que M. Hachi Patrick veut faire de son avenir politique. Tout à fait. Comme on l'a dit, il est pour le moment relativement jeune, hein, même si 64 ans, c'est quand même un peu assez. Je crois qu'il doit reprendre pied dans l'armée, donc on vient de diriger ce conseil régional. Il a été élu pour, même si après on peut alors en fonction du rapport qu'il va avoir avec le président de la République, est-ce qu'il reste focus sur ses ambitions? 68, il n'a pas 64. 68 ans, ouais. Quand même c'est pas rien, 68 ans, c'est presque 70 ans, donc c'est beaucoup. Mais est-ce qu'il tient à ses ambitions présidentielles? Dans ce cas, il reste donc à l'armée, il gère le conseil régional et il attend le moment où le président va donner le go, si lui-même n'est pas candidat. S'il reste candidat, si le président reste candidat, il ferait une certaine campagne dans l'armée et pourquoi pas revenir après dans le nouveau dispositif après 2025. À moins qu'il choisisse donc de faire cavalier seul et de déployer avec la richesse expérience qu'il a, mais ça ne ressemble pas à son profil, à son tempérament. Ce n'est pas un baroudeur qui va aller peut-être créer une candidature indépendante pour aller à la présidentielle, et ça n'y ressemble pas beaucoup. Et avant de vous donner la parole à Arthur Bonga, je donne la parole à ce téléspectateur qui nous appelle. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur, vous m'entendez?
Achibanga, allez-y, on a visiblement un problème technique. Je pense que l'avenir pour Patrick Achi, je pense d'abord un petit temps de repos pour couper. Je pense que c'est ce qu'il a déjà fait, si mes informations sont bonnes, pour un petit temps de repos. Mais il est élu de l'AME. Moi, je pense qu'il doit continuer déjà ce travail auprès des populations de l'AME. Ça doit être là qu'il doit se remettre. Et dans ce travail, il y a prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de conserver des réseaux et surtout éviter. Mais il a déjà dit, il est un soldat de Ouattara. Et je pense qu'ils ont quand même une vieille collaboration. Il a été dans tous ses gouvernements, il a été son secrétaire général particulier. Une chose est sûre au RHDP, tu ne peux rien faire sans Alassane Ouattara. Je pense que, sinon on le sait, Patrick Achi le sait mieux que nous. Et donc, il n'a aucun intérêt à l'affrontement, il ne le fera pas. Néanmoins, je pense qu'il est nécessaire, après une petite période de coupure, de revenir sur son bastion, de montrer que la politique l'intéresse encore, de montrer aux populations qu'il sait faire des choses, qu'il sait prendre des initiatives au niveau local, de conserver, s'il a des réseaux, de les conserver, et d'espérer pour l'avenir qu'Alassane Ouattara soit te choisisse ou qu'Alassane Ouattara ouvre la porte pour 2025. Voilà. D'accord. Michel Betta, ensuite, docteur Eddy. Pour en venir à l'ambition politique, l'avenir politique de Achi Patrice, moi je note qu'au sein du RHDP, il n'a pas de fonction au plus haut niveau. Lorsqu'on nommait les responsables du RHDP, il n'y figurait pas. Donc moi je pense que lui-même en tant qu'acteur politique, il doit comprendre que, moi je le dis franchement, il doit comprendre qu'au RHDP, il ne semble pas être le bienvenu. Je pense qu'il ne semble pas être le bienvenu. Parce qu'en tant que Premier ministre, c'est le seul Premier ministre qui a servi Ouattara, qui n'a pas eu pied dans les instances de son parti. Et moi, depuis lors, ça m'a un peu froissé. Je me suis dit, mais attends. D'un cas avec quel poste? Ou bien le RHDP n'existait pas? Non, s'il te plaît, s'il te plaît. J'ai fini. Donc, je disais, il n'a pas eu de fonction notable au sein du parti politique du président. Donc, je me suis dit, ben, écoute, Achi, s'il veut se faire un avenir politique, moi, je lui conseille de revenir au PDC. Non, je lui conseillerais, c'est un conseil, de revenir au PDC. Personne n'avait vu venir cette proposition. C'est là sa famille politique de base. Et vous pensez qu'il a des choses au PDCI? Non, c'est pas pour être président du PDCI, mais déjà pour ambitionner de devenir président un jour. Parce que c'est ça, c'est pas maintenant qu'il vient, il sera président. Mais pour ambitionner. Voilà, donc je veux dire, en fait, il a plus de chances en étant au PDCI. Votre avis est bien noté. On va donner la parole à ce téléspectateur avant de revenir avec vous, docteur Eddy Guipier. Bonsoir, monsieur, on vous écoute. Bonsoir, madame. Allez-y, donnez votre avis sur le bilan de l'ancien Premier ministre Patrick Achi. Je vous remercie. L'ancien Premier ministre Patrick Achi est l'un des anciens ministres de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, il est ministre depuis 23 ans. Je crois qu'il connaît un peu la couronne politique. Ce que réellement je voudrais dire, c'est par rapport à l'ensemble du gouvernement. Vous voyez, 33 ministres, il y a des ministères qu'on pouvait regrouper, qui pouvaient nous montrer réellement la réduction des trains de vie de l'État. Il y a des ministères qu'on pouvait regrouper. Si aujourd'hui, la Côte d'Ivoire peut se retrouver avec 25 ministres, ça sera encore meilleur. Vous pensez à quel ministère, par exemple? Quel ministère qu'on pouvait regrouper, selon vous? Oui, on parle du ministère de l'économie, il y a le portefeuille de l'État, il y a le ministère des Finances. Ces trois ministères peuvent être regroupés. Il y a le Premier ministre qui est en même temps ministre et qui est ministre du sport, et il y a un autre ministre, il y a un ministre délégué qui a été nommé. Vous voyez? Donc il peut y avoir des regroupements de ministères. Les regroupements de ministères nous montrent réellement que la Côte d'Ivoire, nous sommes dans un pays de crise. La Côte d'Ivoire peut avoir ce gouvernement restreint pour pouvoir réduire certains devis. Ça pourrait aussi arranger les sacrifices de chaque Ivoirien. D'accord. Il faut qu'on sente que le gouvernement aussi fait des sacrifices. Vous voyez? Parce que quand le coût de l'essence, du pétrole avance, le transport, nous, on continue de payer le transport à n'importe quel moment et à un prix que les transporteurs... Votre avis est bien noté, monsieur. Merci pour votre appel. Docteur Eddy Guipier, sur cet avenir politique des premiers ministres se pose en fonction de plusieurs paramètres, leur âge, leur parcours politique, etc.
effectivement, son âge l'incline à rêver à autre chose quand il se rase les matins. Il y a plusieurs types de premiers ministres. Il y en a pour qui c'est un marchepied, il y en a pour qui c'est un tremplin, il y en a pour qui c'est l'aboutissement d'une carrière. Et effectivement, quand vous observez la trajectoire des premiers ministres, à part les regrettés Ahmed Bakayoko et Amadou Gon Coulibaly, pour tout le reste, il y a eu quelque part des promotions. Lorsque le président Ahoussou quitte le gouvernement, bon, effectivement, même s'il y a eu un long laps de temps, il a quand même eu une promotion avec le Sénat. Le premier ministre de l'époque, Daniel Kablan-Duncan, devient ensuite vice-président. Avant, 10 ans après, il est devenu simple ministre d'État. Oui, tout à fait. Voilà. Okay. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, la question est légitime de se poser, mais qu'est-ce qu'il fera? On a remarqué, quand on fait l'inventaire, on a l'impression que tous les postes sont occupés. Effectivement, mis à part sa région de la Mai, dont il doit bien entendu s'occuper, et de tout son poids d'ancien Premier ministre, avec tous les réseaux qu'il peut avoir, etc. Mais à part cette région de la Mai, là, on voit quelque part que tous les postes sont occupés. Peut-être un énième haut représentant, pourquoi pas? D'accord. Pourquoi pas, ce n'est pas à exclure. Et puis, la question du Conseil de l'entente. La question du Conseil de l'entente qui avait été, qui était cornaqué par l'actuel ministre Ouatabona, merci beaucoup, qui aujourd'hui est vacant. Pourquoi pas? D'accord. À la fin, Wakili, pour refermer ce sujet. Il ne faut pas s'inquiéter pour Patrick Achi. C'est vrai que ça dépend pour une grande part du président Alassane Ouattara, mais aussi de lui-même. Et tout dépend aussi, beaucoup dépend de lui, et on attendra de voir ce qu'il voudra faire et comprendre que les champs restent ouverts et un homme politique n'est jamais totalement fini. Et je pense qu'on ne peut pas dire que la page Achi est définitivement tournée. Ce qu'il faut noter, c'est que la demi-douzaine des personnalités dont le chef de l'État parlait, il figure toujours là-dedans et on n'en voit pas aujourd'hui au cœur de l'exécutif. C'est-à-dire que ces personnalités-là, on ne les voit pas directement en premier plan au cœur de l'exécutif. Peut-être qu'on a voulu aussi lui créer des opportunités. On n'en voit pas au cœur de l'exécutif. Lorsque le président parlait de la demi-douzaine, le vice-président n'était pas encore là, il me semble. Il est là maintenant. Il n'était pas encore là. Donc, je ne sais pas s'il est dans la demi-douzaine. Donc, lui-même, il est vice-président, il n'est pas dans la posture d'un premier ministre, des gens comme ils étaient lancés les uns et les autres. Donc, les jeux restent ouverts jusqu'à ce que le président détermine la fin de la récréation ou ouvre le bal. Voilà. Et c'est un avis qui est bien noté sur ce plateau d'NCI 360. Nous allons aborder notre troisième et dernier thème. Plus de 2 semaines de guerre, des milliers de morts. Le conflit israélo-palestinien n'est pas prêt de s'arrêter. Suivons ensemble ce reportage de la rédaction d'NCI. On en discute après. Des nuages de fumée s'élèvent après une frappe sur Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Des dizaines de Palestiniens, dont des enfants, ont été tués à Gaza après une décision de l'armée israélienne d'intensifier ses frappes dans ce territoire assiégé, où de nouvelles aides ont été acheminées au 16e jour d'une guerre déclenchée par une attaque sanglante du Hamas. Au même moment, des milliers de personnes se rassemblent devant la porte de Brandenburg à Berlin, en solidarité avec Israël et contre l'antisémitisme. La police évoque environ 10 000 participants, tandis que les organisateurs parlent d'au moins 25 000 manifestants. Ailleurs dans le monde, d'autres manifestations sont en cours, comme ici à Bruxelles devant les institutions européennes, où plusieurs milliers de personnes, 40 000 selon les organisateurs, 12 000 selon la police, sont rassemblées pour manifester leur solidarité avec le peuple palestinien. Il faut se dire qu'il y a 2 millions de personnes qui habitent là-bas et qui sont complètement, ils ne savent même pas avoir de l'eau, ils ne savent pas avoir d'électricité, ils ne savent pas avoir à manger. Ils se lèvent, ils se disent mais est-ce que je vais mourir aujourd'hui, est-ce que je vais mourir demain, etc. C'est pas du tout bien, quoi. Et si nous, dans un monde où on est vraiment privilégié, on peut vraiment déjà aider à faire des protestes, etc. et vraiment faire écouter les gens, bah, ça serait super, quoi. On doit arrêter une crise humanitaire à Gaza, on doit arrêter les bombardements israéliens des hôpitaux, on doit arrêter le déplacement de plus de centaines de milliers de Palestiniens vers le sud de Gaza, où d'ailleurs ils ne sont pas protégés non plus, ça a été prouvé dans les derniers jours. Donc voilà, aujourd'hui on appelle déjà à l'urgence à un cessez-le-feu. Des rassemblements de soutien aux Palestiniens et aux habitants de la bande de Gaza avaient eu lieu aussi samedi en France, dans Lyon, où se sont réunis plus d'1 millier de personnes dans une manifestation autorisée
au dernier moment. Et Israël-Palestine, c'est un vieux conflit, un conflit qui date de plusieurs années. Gyongbato, cette guerre de 2 semaines, 1400 morts en Israël, près de 4000 morts à Gaza. Qu'est-ce que cela vous... C'est vraiment dommage. C'est dommage qu'en plein 21e siècle, on assiste encore à autant de carnage pour des questions politiques, même si on est d'accord que c'est un vieux conflit. Je pense que il faut regretter, il faut dénoncer toutes les violences, d'où qu'elles viennent. Qu'elles viennent du côté palestinien avec le Hamas, qu'elles viennent du côté israélien avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Il faut continuer de travailler pour que nous puissions arriver à cette solution de 2 États qui cohabitent pacifiquement dans cette partie du monde. Je crois que la situation a atteint un tel sommet de violence qu'il faut revenir, qu'il faut faire baisser la tension, recréer des canaux de discussion pour que, du côté israélien comme du côté palestinien, on arrive à se convaincre que seule la paix peut permettre à ces 2 peuples frères de continuer d'exister. Moi, je ne prends pas parti pour l'un ou l'autre. Je suis contre la violence politique. Je suis contre l'occupation aussi. Le fait que le peuple palestinien ne peut pas avoir un État à lui-même pour s'autodéterminer. Je suis contre. Mais en même temps, je suis contre le Hamas parce que je pense que le Hamas n'est pas le porte-parole du peuple palestinien. Il y a des Palestiniens, il y a des hommes de paix en Palestine. C'est dommage que la politique de la droite israélienne et de l'extrême droite israélienne a fini par complètement lessiver l'autorité palestinienne et l'OLP, et le Fatah du président Yasser Arafat et après Mahmoud Abbas. Mais je pense que dans cette partie du monde, que ce soit du côté israélien, que ce soit du côté palestinien, il y a encore des hommes raisonnables qui peuvent amener à une désescalade et à s'asseoir pour dire ce n'est pas les bombardements et les attentats, les meurtres qui vont régler la situation. Il y a des solutions. L'ONU a plusieurs résolutions sur la question de la Palestine et d'Israël. Je regrette que ces dernières années, les États-Unis, notamment les différents gouvernements, y compris même les démocrates qui sont au pouvoir, qui traditionnellement étaient vraiment des moteurs de la paix au Moyen-Orient, au Proche-Orient, soient un peu tous sur la même ligne. Sur la même ligne. Je le regrette sincèrement et j'espère que la communauté internationale, dans toute sa diversité, je salue donc les initiatives qui sont déjà prises par l'Égypte, déjà pour permettre que l'aide humanitaire arrive à Gaza. Nous sommes tous des êtres humains. Il faut souhaiter la paix pour nos frères palestiniens et israéliens. Arthur Banga. C'est dommage parce que même si le problème est vieux, il est persistant, on était dans une sorte d'accalmie. Accalmie locale, mais accalmie régionale. La paix entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, beau travail des Chinois au passage. Israël commence à faire reconnaître par le Maroc, par l'Arabie Saoudite, on commence par le Soudan. On commençait à avoir une dynamique quand même positive, même si la question palestinienne, notamment la colonisation des occupations, mais même en Israël, la question du moment n'était même plus une question politique, c'était plus la question avec le monde palestinien qui reste, c'était les questions au sein même du fonctionnement de la démocratie israélienne. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où on était dans des questions de comment fonctionnera la démocratie en Israël. Jusqu'à ce que le Hamas décide de remettre Israël à feu et à sang, de remettre le Proche-Orient à feu et à sang. J'ai bien aimé cette tribune de Tar Ben Yeloun, qui est La Nuit Sacrée, ou encore son beau roman L'Homme rompu, qui a été pris Goncourt, qui dit que finalement, le Hamas, c'est le plus grand danger pour la Palestine, finalement. Parce qu'ils ont provoqué ça. Malheureusement, côté israélien, il faut bien reconnaître la riposte, elle doit être normale. Personne ne va accepter que 1200 de ses ressortissants soient tués de la façon la plus lâche, la plus terroriste, la plus antisémite possible. Mais la riposte ne doit pas prendre cette allure-là. Okay. C'est ça qui doit être la différence. Quand on se veut démocrate, c'est ça qui doit être la différence entre la démocratie et les autres. Et en ce moment-là, on est dans une riposte qui fait même plus honneur à Israël elle-même.
Donc, il faut Vous vraiment... la trouvez trop forte, cette riposte? Elle n'est pas forte, elle est excessive, elle est à la limite du tolérable, de l'intolérable, j'ai envie de dire. Mais on se demande aujourd'hui où sont les grands de ce monde. C'est en ce moment où on avait des grands présidents aux États-Unis. En France. Et en France, on avait des gens comme Chirac. Où sont-ils aujourd'hui? Où est la Chine qui a su ramener la paix dans une certaine mesure entre l'Arabie Saoudite et l'Iran? Je pense qu'on est dans un moment où on a tellement de confrontations que je pense que celle-là, par les dangers qu'elle fait peser sur le monde entier, devait donner conscience à tous et à chacun. Pour qu'on se dise, on a déjà atteint le chaos, il faut que maintenant on réfléchisse à sortir, mais durablement. Moi, je partage l'avis de ces deux États. Il n'est pas possible que les Palestiniens n'aient plus le droit à un État. Et mais là-dessus, tout le monde est d'accord. Maintenant, il faut faire l'effort, il faut faire plier les derniers extrémistes qui restent. Et aujourd'hui, quelle est la voie du Fatah aujourd'hui? Parce que finalement, quand les négociations échouent, malheureusement, ça sert le Hamas. Aujourd'hui, il faut redonner au Fatah d'Abou Mazen tout le pouvoir qu'il doit avoir. Parce que la voie de dialogue, la voie de la paix, c'est celle qu'on va construire avec le Fatah. Ce n'est pas celle qu'on va détruire avec le Hamas. OK. Docteur Ediguipier. Oui, c'est compliqué. Arthur a fait un vrai gros plan de la situation depuis les germes de la crise, depuis la crise aussi du système institutionnel israélien. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est qu'effectivement, il y avait une paix négative, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas de combat, de violence, n'avait pas empêché les rancœurs. Mais la violence contre les Palestiniens. Bien entendu, mais pas de cette proportion-là. Voilà. Pas de la proportion des intifadas ou de tout ce qu'on a connu, ou bien même des colonisations. Effectivement, à quelques jours de cette attaque, c'est le gouvernement de Netanyahou qui était visé par la rue des marches historiques, inédites, monumentales contre la réforme de la carte judiciaire, du système judiciaire israélien, qui était un des protecteurs, n'est-ce pas, de l'équilibre des pouvoirs et donc de garant de la démocratie israélienne. Aujourd'hui, à quoi on assiste? C'est un échec justement de toutes ces tentatives libérales, même si effectivement le processus de paix, vous vous en rappelez en fait de ce nom, ou du moins de cette expression qu'on n'entend plus, était en panne. Effectivement, d'un point de vue de ce territoire palestinien qui est naturellement morcellant d'une part la bande de Gaza et la Cisjordanie, avec la perte de vitesse de, comment dirais-je, du Fatah qui perd tout ancrage, n'est-ce pas, dans la bande de Gaza pour se recroqueviller sur la Cisjordanie. Mais moi, ce qui me choque un peu quelque part, c'est la montée aux extrêmes aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus de discours mitoyen, il n'y a plus de troisième voie. Effectivement, je lisais souvent sur Twitter, comme on dit souvent, les réseaux sociaux qui sont un peu un des baromètres de la vie politique, et je voyais un peu... Même les journalistes envenimaient la situation. En fait, aujourd'hui, il faut s'aligner sur une position et sur une autre. Il n'y a plus de puissance de la troisième voie, comme la France a pu l'être à un certain moment, du temps de Jacques Chirac ou de ses prédécesseurs, pour essayer de faire pression et essayer de ramener les protagonistes sur la table de négociation. Et puis, quelque part, pour ceux qui ont étudié tout ce qui est génocide, on a des phrases qui sont horribles à entendre. Bon, le Hamas, nous sommes familiers, d'un point de vue de l'analyse discours, nous sommes familiers de son discours, puisqu'il ne veut même pas de l'État d'Israël, qu'il veut le rayer, etc. Mais pour des responsables politiques, étatiques, gouvernementaux israéliens, d'avoir des déclarations qui frisent l'intention génocidaire, ça fait froid. Quelle déclaration, par exemple? Alors, on a eu un ministre, le ministre de la Défense, qui a dit nous allons couper l'eau, nous allons couper l'électricité, il n'y aura pas de voie de retraite. Alors moi, ça m'a fait tilt dans la tête, ça m'a fait penser au général von Trotha, qui est celui qui a mis en œuvre le premier génocide du XXe siècle, qui s'est déroulé en Namibie. Ça veut dire, et il a même dit, noir sur blanc, c'est documenté, ce sont des animaux. Il a dit ce sont des animaux humains. Il parlait du Hamas quand même. Oui, il a dit ce sont des animaux humains, et il a dit nous ne respecterons pas les lois de la guerre. Alors quand même, là, ça fait froid dans le dos. Et c'est ce discours-là, justement, qui est, on va dire, qui est mis en avant par l'ensemble des protagonistes, et on n'a pas d'offre de paix qui est, comment dirais-je, mise en lumière jusqu'à présent. Docteur Sylvain Nguessa, ensuite Michel Bécard. Sans vouloir justifier l'État d'Israël, Massada reprend toute sa place dans la géopolitique israélienne. Quand on prend les 5 fonctions stratégiques de l'armée, il y a connaître et anticiper, dissuader, prévenir. Ils ont échoué sur les 3 premiers. Ils ont échoué sur les 3 premiers. Israël ne peut pas accepter ça. Ils sont pas dans une logique, comme eux-mêmes l'ont dit, ils ne sont pas dans une logique humaine. Ils ne sont pas dans une logique de respect des droits de l'homme. Israël veut restaurer sa capacité à dissuader ses voisins.
C'est dans cette logique qu'ils sont. Okay. Et je pense malheureusement que l'indicateur le plus porteur pour eux, c'est de multiplier le nombre d'Israéliens tués par 5 ou par 10. De sorte à dire aux autres, on n'a pas vu venir, peut-être que ça ne vous dissuade plus, peut-être qu'on n'a pas pu prévenir, mais si vous osez nous attaquer, notre capacité à réagir est telle que ça devrait vous dissuader de nous attaquer prochainement. Ouais, c'est dans ce schéma ils sont. Malheureusement, c'est dans ce schéma ils sont. Okay. Et je crains que cette guerre-là continue encore les 2 prochaines semaines. Jusqu'à ce que un certain quota soit atteint pour qu'Israël pense, en tout cas le volet militaire, ait été restauré aux yeux de ses voisins, malheureusement. Michel Betta. Oui, bon, cette guerre-là, elle a un point qui m'intrigue, hein, plus ou moins. Parce que les passions sont tellement envenimées. C'est-à-dire quand un camp prend la parole, on a l'impression que le monde va s'écouler contre l'autre. Et ça ne donne pas d'espoir à espérer qu'on peut atteindre une situation médiane. Lorsque je vois un peu les désastres que vous me présentez à la télé, je me dis, mais attendez, c'est des habitations, c'est des hommes qui y étaient. Où ils sont tous ceux-là? Bref, pour dire que le drame a atteint son paroxysme. Mais moi, je crois qu'il faut d'abord situer l'origine de cette crise-là. Il faut situer l'origine. C'est vrai qu'il y a beaucoup de débats autour, mais ce qu'on oublie de dire, c'est les plus religieuses que même politiques. Donc, moi, partout ailleurs dans le monde, on voit des religions cohabiter sans qu'il y ait des crises. Je dis que dans tous les pays, musulmans et chrétiens vivent en Europe, en France, aux États-Unis. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à cohabiter dans cette partie du monde? Donc je crois qu'il faut vraiment atténuer les passions religieuses pour que les hommes puissent s'exprimer avec grandeur, avec hauteur d'esprit, pour arriver à une situation médiane qui peut nous sortir de cette crise qui ressemble plus à une crise de déontologie, de fondamentalisme que d'une crise humaine. Parce que là où on arrive dans la destruction mutuelle est telle qu'on n'écoute même plus. Personne ne veut écouter l'autre. Moi, je voudrais citer et saluer le message du président Joe Biden qui est allé en Israël. Et qui a parlé. C'est vrai, les États-Unis soutiennent Israël de façon inconditionnelle, mais il a quand même donné des messages. Il a dit en 2001, nous avons été frappés, nous avons été en colère, nous avons voulu nous venger, nous avons voulu rectifier les choses, mais nous avons commis des erreurs. Je souhaite qu'Israël ne commette pas les erreurs que nous avions commises. C'est un message fort. Et il a rappelé à son retour d'Israël que la solution de 2 États est ce qu'il faut. Et il a plaidé pour un couloir humanitaire pour aider davantage de civils et éviter d'avoir des victimes. Donc il a passé des messages forts et je souhaite que les protagonistes écoutent ces messages. Je plaide pour un cessez-le-feu et je peux dire que la meilleure garantie de sécurité pour Israël, c'est d'avoir un État palestinien. Parce que ça empêchera justement que des organisations terroristes aient des prétextes. Et on voit bien aujourd'hui que tous les autres États de la région qui ont combattu Israël, qui faisaient la guerre, aujourd'hui, ils sont au respect, ils se sont calmés. Aucun n'attaque désormais ouvertement Israël, alors qu'ils allaient en guerre à l'époque contre Israël. Ça donne une idée de ce que pourrait être la stabilité dans la zone si les choses se concrétisent selon les résolutions pertinentes demandant d'avoir un État palestinien à côté d'Israël. Pour terminer, je dirais que le Hamas a tort, mais le gouvernement israélien n'a pas raison. D'accord, ok. On note bien. Guillaume Gaëtan. Oui, moi je pense que sans remonter aux origines lointaines, on a dit la baisse de vigilance de l'armée israélienne et des services israéliens, c'est dû à toutes les manifestations dont on a parlé. Parce que depuis pratiquement 1 an, les Israéliens sont dans la rue. Mais c'est la faute au Premier ministre Netanyahou, qui, depuis, ne fait qu'aller à son extrême, à son extrémité à droite. Le gouvernement se radicalise au fur et à mesure, à tel point qu'il a créé ce déséquilibre intérieur qui amène les forces de sécurité israéliennes à ne plus être vigilantes et à se laisser surprendre par ce qui s'est passé. Donc il faut, et je crois que Alafé l'a dit, la seule
garantie de sécurité, la seule vraie garantie de sécurité pour Israël, c'est la paix. C'est la paix avec les Palestiniens. C'est un État palestinien qui a ses droits et qui permet aux Palestiniens d'envisager un avenir. Parce que des droits et des devoirs, et des responsabilités. S'il n'y a pas d'espérance, si les gens n'ont plus rien à perdre, malheureusement, ça débouche sur ce que le Hamas fait. Or, il n'y a pas que le Hamas en Palestine. Et je pense que le Premier ministre, c'est vrai que l'émotion va passer, mais après, il faut que les Israéliens eux-mêmes demandent des comptes au Premier ministre Netanyahou, qui a conduit leur pays dans ce cul-de-sac, dans ce désastre, parce qu'il a fait le choix de la confrontation permanente, et ce n'est pas un choix d'avenir. Arthur Banga et docteur je pense qu'il y a quand même une grosse conséquence de tout ça. C'est vrai que Bibi est très contesté. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'en cas de guerre, parce que it is the war en Israël, il n'y a pas de gouvernement d'union nationale. Parce que malgré tout le soutien, les gens veulent rester loin de Bibi. Parce qu'il n'y a pas de démission aussi. Golda Meir. Oui, il n'y a pas de démission de Bibi aussi. Au passage, mais il ne va pas démissionner. Il ne reconnaît même pas ses fautes. Donc, au moins, le chef du renseignement et le chef d'état-major reconnaissent ses fautes. Mais le problème que ça crée dans la société israélienne, c'est que justement, vous savez, le système tel fait que les plus pacifiques étaient ceux qui étaient proches de la bande de Gaza. Parce que là-bas, il n'y a plus de colonisation. Il y a plus dangereux, c'était ceux qui conduisaient des colonisations en Cisjordanie. Et aujourd'hui, ceux-là, notamment ces partisans travaillistes de la gauche, de Shimon Peres, ceux qui sont positionnés, etc., ont été les plus grandes victimes du Hamas. Et aujourd'hui, en Israël, malheureusement, parler de paix n'est même pas audible actuellement. Actuellement, ils ont mobilisé d'une certaine manière. Il y a la colère, elle est toujours là contre Bibi, mais il y a une sorte d'unité de fait qui fait que parler de paix aujourd'hui, ça devient quasi inaudible. Il y a un seul esprit dans la tête des Israéliens, c'est la revanche. C'est sorti de l'humiliation. Et c'est en ce moment que moi j'interpelle. Je pense que là, c'est le rôle des grands de ce monde. Les États-Unis, la Chine, la Russie ont une occasion de mettre un maximum de pression sur Israël pour que la riposte, d'ailleurs je pense qu'on a pratiquement 5000 morts, et aller occuper une opération terrestre, elle est même dangereuse, elle est même difficile. On sera dans une guerre urbaine sans précédent vu la densité, mais en plus, une facilité des guet-apens parce qu'il y a tout un système de tunnels qui fait que attaquer, reprendre, comment on dit ça là par revers, c'est quelque chose que le Hamas pourra faire. Donc du coup, il faut vraiment réfléchir à la capacité militaire et au risque de manœuvrer tactiquement dans un terrain si difficile. C'est très important, mais il faut vraiment, et là je pense que c'est le moment pour les grands d'arriver à trouver une solution et de profiter de ce chaos pour aller vers une solution durable qu'on dit tous sur ce plateau. Docteur Ezekipié. Effectivement, toujours en cherchant les causes du conflit, il y a beaucoup d'interrogations. Nous avons été tous stupéfaits de voir à 1h indue, 6h30, ces attaques, etc. On s'est tous posé ces questions-là. Mais comment ils ont fait? La bande de Gaza, c'est 340 km². C'est petit, c'est la dimension de Yopougon plus un peu de Cocody. Alors on n'a pas compris comment est-ce qu'ils ont mobilisé tout cet armement lourd-là, diligenté. Comment est-ce qu'ils se sont entraînés pour essayer de, comment dirais-je, de planifier, mais aussi d'exécuter une opération militaire complexe. Il y a des pistes de réponse, puisque les services secrets égyptiens, les Mourabarat égyptiens, avaient averti, semble-t-il, même s'ils se sont rétractés par la suite, le pouvoir, comment dirais-je, israélien, qui avait pris la chose, semble-t-il, avec beaucoup de légèreté. Alors aujourd'hui, on parle de la crise politique interne. Il faut faire en sorte que la politique interne puisse imprégner la politique internationale. Et on voit qu'il y a des acteurs politiques en Israël qui travaillent justement aux extrêmes, qui font en sorte que, justement, en stratégie, on dit souvent, on cite Clausewitz abondamment sur cette situation que tout le monde connaît, la guerre est une activité rationnelle, donc la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. C'est-à-dire que la guerre est une activité rationnelle. Voilà, la guerre, ce n'est pas la folie, ce n'est pas la sauvagerie. Aujourd'hui, on migre vraiment vers une tendance de la guerre totale vue comme Ludendorff, c'est-à-dire de détruire, d'annihiler totalement son adversaire. Petite lueur d'espoir dans ce brouhaha où c'est l'émotion qui parle à chaque fois. Il y a Haaretz, que vous pouvez lire sur Twitter, qui a décidé de s'occuper personnellement de Netanyahou. C'est clair. C'est-à-dire que tous les jours, il faut préciser Haaretz, c'est quoi? Haaretz, c'est le quotidien du parti proche de la gauche, des travaillistes, qui tous les jours, sans forcément avoir de prise, Haaretz nous fait comprendre une chose, c'est qu'il y a un acteur politique qui est en difficulté
et qui profitent justement de cette guerre-là pour revenir pour se en selle. repositionner. Voilà. Okay. C'est un sorcier, Bibi, c'est un sorcier. Non, ça, c'est pas à nous de juger. Donc, effectivement, on prône le fait que ce soit des acteurs rationnels. Il y a effectivement le Parti travailliste qui a totalement disparu du champ politique israélien. Israël, tel qu'on le connaît depuis 1948, a été fondé par des travaillistes. On a eu des grandes figures travaillistes jusqu'à, comment dirais-je, Yitzhak Rabin, le regretté Yitzhak Rabin. Et aujourd'hui, ils ont totalement disparu du champ politique. Aujourd'hui, ce sont des partis d'extrême droite, mais qui feraient peur même en Afrique. C'est-à-dire qu'ils sont xénophobes, ils sont ouvertement racistes, qui ont pignon sur rue. Donc on espère que la rationalité va venir d'un point de vue palestinien, avec l'OLP, le Fatah, qui revient en selle. Ils ont toujours la bande de... Pardon, la Cisjordanie. On espère qu'ils vont revenir, ne serait-ce que politiquement même. C'est même pas possible. C'est difficile, effectivement, je le reconnais, dans la bande de Gaza. Et de l'autre côté, faire en sorte qu'il y ait un contrepoids dans la vie politique israélienne qui bascule totalement avec les extrémistes de l'extrême droite, vis-à-vis, on va dire, de la gauche travailliste qui reviennent pour avoir des propositions solides pour la solution que tout le monde prône, c'est celle des 2 États viables sur ce territoire. Et on note tous ces avis également, ces propositions. Nous allons juste refermer cette émission, mais passons à présent au carton de la semaine. Les cartons de la semaine. Michel Betta. Ouais. Carton vert pour féliciter l'Institut de cardiologie d'Abidjan, qui, à mes yeux, a vraiment réussi quelque chose d'extraordinaire. Un homme, un sans-abri qui a été pris en charge totalement. Ouais, c'était sous mes yeux. Et puis je me suis dit, mais attends, on peut arriver en urgence à un problème de avec un problème cardiaque qui est traité de façon efficiente au sein d'un hôpital ivoirien. Et vraiment, ça m'a impressionné. Je voulais saluer cet institut-là avec à sa tête le professeur Cramo. Je voulais donner carton rouge au Cocan. Parce que jusqu'ici, le président a été obligé de prendre un premier ministre des Sports. Parce que la CAN était une priorité. Mais ce comité-là a péché par sa lenteur à faire évoluer les choses. Et vraiment, c'est pourquoi je voulais donner un carton rouge. On va poursuivre sur la même rangée. Bon, Dr. Steven Guesson. Carton vert à l'université de Bondoukou. J'ai été heureux de voir l'ouverture, même si j'avais souhaité d'autres filières, mais bon, c'est toujours bon qu'il y ait une nouvelle université qui... sécurité. Ça, tu as fait. Deuxième carton vert, c'est vrai que j'ai réalisé que depuis novembre passé, je n'étais pas sorti de la Côte d'Ivoire par l'aéroport. Donc, hier, quand j'ai rentré, oui, depuis novembre passé. Par où? Bon, par la route. Carton vert à l'aéroport, où j'ai vu un peu ce qu'on voit dans les gaz d'aéroport. Tu arrives, le rein est là, tu mets ton passeport, en 2 minutes, tu as fini de te faire les formalités administratives, et puis tu sors tranquillement sans faire le rang. En tout cas, c'est hier que moi j'ai vu ça à l'aéroport, ça m'a vraiment épaté carton vert à l'aéroport. L'ancien terminal ou le nouveau? D'accord. Le même terminal. On va poursuivre. Docteur Eddy Guipier, avec vos cartons. Je commence par quoi? Le vert, messieurs, qui est, on va dire, l'achèvement pour nous autres qui sommes familiers de l'autoroute du Nord, qui a son dernier embranchement, qui quitte, on va dire, Thiébissou, qui sort à 14 km au nord de Boaké-Bamoro. C'est un délice d'y conduire, on va dire, le matin comme la nuit. Pour la même institution, carton rouge, parce que la même chose n'est pas faite depuis le tronçon de Elibou jusqu'à Nzianoua, qui est rempli de sparadrap, qui déforme nos roues, etc. Il faudrait que l'institution veille pour ce qu'on paye à essayer de faire en sorte que l'autoroute soit, on va dire, très praticable. D'ailleurs, nous sommes observés avec la CAN, et cette autoroute faisait notre fierté, mais ce tronçon est désagréable. Voilà. D'accord. As-tu Banga, vos cartons? Mon premier carton vert, il est à la Fondation... On a beaucoup de cartons verts ce soir. Oui, à la Fondation Félix Bani et son secrétaire général, le professeur Jonel Loukou, qui nous aura rassemblés durant 3 jours une belle réflexion sur le fouettisme. C'est très bien de continuer ces initiatives. Mon carton vert à tous ceux qui ont été reconduits et promus dans le gouvernement. Et mon dernier carton vert à tous ces téléspectateurs de NCI qui, dans les rues, dans les pubs, partout où on se croise, ne cessent de nous dire le bienfait de cette émission, et même quand ils ne sont pas d'accord avec nos points de vue. Et donc, je leur dis merci, et que c'est avec fierté et joie qu'on prend toujours plaisir à être avec eux. Merci, Altu Bonga. Alafi Wakili? Oui, c'est carton vert au nouveau Premier ministre, Robert Begré-Mambé. Okay. Carton vert aussi à l'ancien, pour lui souhaiter le meilleur.
Et puis aussi, félicitations, carton vert au nouveau ministre. Je voudrais aussi interpeller sur le sort, je ne sais pas si c'est vert ou orange, ou jaune, le sort du MFA. On a parlé de l'UDPCI tout à l'heure, il ne faudrait pas oublier un frère et un ami, Yaya Fofana. Oui, je plaide pour lui, pour Yaya Fofana, surtout qu'on a sanctionné lui qui a été indépendant. Siaka Ouattara, ce n'est pas un militant discipliné. Yaya Fofana, lui, il pense qu'il faudrait que le Premier ministre et le Président de la République regardent un peu de ce côté-là. Ok, voilà, un plaidoyer pour lui. Un carton un peu particulier quand même. Oui, carton vert à la Chambre nationale des métiers, qui vient de signer une convention avec le syndicat des chauffeurs de voitures avec chauffeurs pour essayer de sécuriser donc, tous les déplacements qu'on fait en VTC pour la prochaine CAN. Je voudrais vraiment féliciter le président Kassoum Koulibaly et le secrétaire général du syndicat des chauffeurs de VTC qui ont fait cette convention il y a quelques jours, qui vont la lancer. C'est une très bonne initiative parce que la sécurité de nos hôtes doit être une priorité. Donc vraiment, carton vert à la Chambre nationale des métiers et au syndicat des chauffeurs de VTC. Alors, comme mon ami Beta a déjà donné un carton rouge au Kokan, je ne vais pas rajouter, mais je vais quand même donner un carton jaune pour dire que ce n'est pas normal que dans un pays, les patrons de presse ne puissent pas se faire recevoir par le président du Kokan et par ses proches collaborateurs. Et donc, j'invite en même temps le nouveau Premier ministre et son ministre des Sports à régler ce problème. On ne peut pas organiser une CAN en Côte d'Ivoire sans la presse privée. C'est un vrai scandale, mais on espère qu'avec l'arrivée du nouveau ministre et du Premier ministre, les choses vont rentrer dans l'ordre très rapidement. En tout cas, carton jaune à ceux qui traînent jusqu'à présent. Merci pour tous ces cartons. Moi, je vais donner un carton vert à tous les téléspectateurs. Jean Boité-Lepas, à Tubanga, à tous les téléspectateurs de NCI. Merci en tout cas de votre fidélité et merci d'avoir suivi cette émission. Demain, NCI News sera l'affaire de Mélina Makissi et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h15 dans Focus Faits divers. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos rêves. Très bonne suite au programme sur la meilleure chaîne ivoirienne. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous a été présentée par la SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien.